Salut la gang! Cette semaine, je rencontre une athlète exceptionnelle. Elle est championne de plongeon. Elle détient des records du monde. Donc, on plonge dans l'univers de Lisanne Richard et on vous fait ça sans limite. Fait que t'habites à Saint-Jean? Oui, juste à côté, ça fait bientôt 2 ans, là. OK, t'es pas de Saint-Jean. Non, ben moi, en fait, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, mais depuis longtemps, j'étais à Montréal. Tu sais, avec mes années de cirque aussi, le pied à terre, c'était à Montréal. Puis là, j'avais déménagé à Chambly juste avant la pandémie, 2019. Mais je me suis séparée, fait que là, j'ai arrêté de rester là. Puis là, je suis arrivée à T'es emmené à Saint-Jean. Saint-Jean, t'aimes ça? Oui, j'aime ça. Oui, j'ai beaucoup d'attachement pour cette ville-là. Tu sais, moi, j'avais plongé dans le Richelieu à partir de la Montgolfière. Puis c'est ça. Tu sais, Chambly aussi, j'aimais beaucoup ça. Mais là, Saint-Jean, c'était plus abordable un peu. Là, tu sais, le prix des maisons a tellement augmenté. Là, fait que... T'as sauté d'une montgolfière. Oui, dans le Richelieu. C'était comment? C'était tellement capoté, là. Mais c'était vraiment difficile comme projet parce qu'on décidait pas. Tu sais, une montgolfière, t'as-tu déjà fait un tour? Oui, plusieurs fois. C'est hot, hein? Moi, C'est le fun. Ouais. Tu sais, t'as l'impression que, parce que t'es en hauteur... Moi, j'ai le vertige. Fait que, je vais le dire, là, même si c'est un peu une faiblesse. Là. Quand j'étais jeune, je l'avais pas. Ça s'est développé plus tard. Puis en montgolfière, je l'ai pas. Non, parce qu'on dirait que le flottement, je pense, il y a quelque chose de tellement smooth. Puis aussi, à un moment donné, on est tellement haut que... Tu sais, il y a des gens qui ont le vertige jusqu'à une certaine hauteur. Puis après, Oui, puis après ça, tu perds comme la notion, mais Ouais. c'est-tu beau, hein? Hey, c'est beau. Mais c'est ça, pour plonger, c'était difficile parce qu'on décide pas où qu'on s'en va. Tu sais, le pilote, il décide quand est-ce qu'il décolle puis quand Ouais, est-ce qu'il toi, là, atterrit. le point où tu sautes, il faut que tu t'assures qu'il y ait de Fallait qu'on l'eau. le survole. Surtout que c'était le Richelieu, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur partout. Puis ça, c'était avant que je déménage ici. Puis ça m'a fait comme découvrir la ville. Puis... T'es tombé en amour avec la ville parce que t'étais en haut. Oui, je l'ai vu d'en haut. Là. Comment t'as fait de déterminer l'endroit où il fallait que tu sautes? J'ai une équipe de sécurité qui va dans l'eau. Ben, tu sais, déjà, il y a quand même des cartes, là. C'est cartographié où il y a combien de Oui, mais profondeur. le Richelieu varie beaucoup. Là. Vraiment. Mais là, on avait comme ciblé une zone, puis la zone a été inspectée, puis a été comme marquée, là, puis on pouvait pas la dépasser. Tu sais, comme la première fois qu'on a fait l'envolée, on était vraiment supposé de plonger, puis à un moment donné, comme quand on était prêt, quand nous, on avait la bonne hauteur, parce qu'il fallait avoir la bonne hauteur. C'est quoi la bonne hauteur? Ben on visait, tu vois, j'ai fait 25 mètres cette fois-là. Fait que, tu sais, on se disait, mais c'est difficile d'être précis, même en haut, on savait pas. Moi, j'ai fait 25, mais je pensais que j'étais à 28, tu sais, selon notre calcul à nous. Puis en bas, comment ça te prend d'eau quand t'arrives? Au moins, idéalement 5 mètres, mais tu sais, 3 mètres, si je sais que j'ai 3 mètres, je dois changer ma trajectoire, mais c'est correct, tu sais. T'as quand même un certain risque. Là. Ah oui, oui. Non, c'est sûr, c'est risqué quand même, là, tu sais, comme, surtout dans des projets comme ça, où il y a tellement d'éléments que c'est pas moi qui contrôle. Tu sais, moi, je contrôle super bien ce que j'ai à faire dans les airs, mais comme de ne pas savoir la hauteur. Fait que toi, si tu sautes une seconde trop tard, la montgolfière a déjà changé de place. C'est ça qui est arrivé Le la temps que première tu tombes fois. aussi, ça bouge. Fait que tu peux te ramasser que t'es passé de 5 mètres à 3 mètres C'est dans ça. le temps de le dire. La première fois, ils ont comme callé off, là, j'étais vraiment prête à plonger, tu sais, puis j'étais triste, mais en même temps, cette décision-là, c'est pas la mienne, c'est celle de mon chef de sécurité, puis c'est parfait, je le remets jamais en question, là. De toute façon, on est mieux de pas y aller, puis on aurait pu que d'y aller, puis que finalement, non, on n'aurait pas pu, là. Fait que même si c'est toi qui es en charge, parce que je présume que c'est toi qui organise tout ça, t'as quand même quelqu'un qui a une autorité que tu vas respecter. Ah oui, oui. Puis c'est moi qui ai choisi, tu sais, fait que c'est sûr que je respecte l'autorité après, là. Mais tu sais, comme mon coach aussi, tu sais, il y a plusieurs personnes au-dessus de moi. On a chacun notre rôle, mais même si moi, je dis go, si j'ai un no-go de mon coach ou de mon responsable de la sécurité, c'est no-go, là. Tu sais, c'est vraiment... puis c'est ça qui me protège aussi, parce que quand j'ai leur go, je suis vraiment certaine qu'il est bon. Là, tu sais, ça pourrait pas juste reposer sur moi, parce que ça serait comme... C'est vraiment le principe d'équipe où ce que tu te Ouais. délègues, puis tout le monde a un rôle à jouer, puis tu respectes leur rôle malgré que tu pourrais comme avoir une prise de position en autorité dessus. Oui, puis tu sais, moi, en plus, mon rôle, c'est de tout le temps être prête, parce que quand c'est le temps, il faut que je sois prête. Fait que ma décision, elle serait erronée, tu sais, par le fait qu'on a tellement travaillé fort, puis tout ça, je dois y aller, tu sais, comme... Fait qu'une chance qu'il y a quelqu'un qui fait « Non, tu y vas pas quand c'est vraiment le temps de pas y aller », parce que moi, je dois me conditionner que je suis tout le temps prête, fait que... Mais ça, tu dois être habitué aussi avec les compétitions, parce qu'à un moment donné, c'est eux autres qui donnent le go. Ouais, C'est pas exact. nécessairement toi en compétition. Fait que c'est une façon de se préparer à ça. Moi, je suis curieux. Je te connais, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais quand on te connaît pas, tu te présentes comment? Ah, ben je dis plongeuse de haut vol. Avant, le monde ne comprenait pas, mais là, c'est de plus en plus connu, là. Fait que... oui, mais on dirait que ça dépend à qui je me présente. Puis plongeuse de haut vol, c'est... Mettons que moi, je suis niaiseux, là. C'est quoi, là?
Dans le fond, c'est comme du plongeon régulier, sauf que la plus haute plateforme en plongeon régulier, c'est 10 mètres, puis moi, c'est 20 mètres et plus. Fait que c'est du plongeon extrême. Dans le fond, c'est le volet extrême du plongeon, là. Puis maintenant, le circuit de compétition est rendu tellement connu que si je cite je suis championne Red Bull Cliff Diving, là, les gens connaissent, là, puis comprennent. Mais avant, il fallait même expliquer nous, c'est des falaises, c'est plus haut. C'est ça. Pour moi, c'est ce que ça me dit. Là. Ça parle falaise. On voit des vidéos passer sur les réseaux sociaux, surtout il y a quelques années. Puis je pense que Red Bull, ça a vraiment fait un impact majeur au niveau de votre sport. Mais oui, une chance qu'ils sont là. Dans le fond, ils ont propulsé le sport. Là. Puis ils ont fait un impact majeur aussi pour faire une place aux femmes dans ce sport extrême-là qui était à la base juste masculin. Là. Donc, moi, je suis super reconnaissante pour ce qu'ils ont fait. Puis les expériences qu'ils nous font vivre. Là, puis tu voyages partout dans le monde. Oui, parce que c'est les plus beaux. Dans le fond, eux autres, nous, on est des athlètes dans notre sport, mais leur mission, c'est de créer du contenu. Fait qu'eux autres, c'est vraiment l'œil de l'image. Là. Fait qu'il faut qu'il y ait les plus beaux spots. Fait qu'ils nous invitent aux plus beaux spots sur la planète. Finalement, votre compétition, vous avez un modèle de compétition à l'intérieur d'un commanditaire qui, pour eux, l'aspect compétitif est peut-être moins important, puis que c'est plus... à la base, c'est la création de contenu, leur mission, mais le storytelling de la compétition aide à créer du contenu. Puis on est presque des personnages, là-dedans. Là. Moi, là, j'ai hâte de voir, ça va être... Là, je vais être la plus vieille, parce que je fais un retour au compé. Mais dans mes années... T'as quel âge? J'ai tu le droit de le demander? OK, tu le droit de le demander. Je suis contente de mon âge, même. OK, c'est bon. 43 ans? Oui. Puis les filles, ils ont la moitié de mon âge, là. Fait que je suis contente, dans le fond, d'être encore capable à cet âge-là. Mais avant, j'étais la mother of three. C'était vraiment comme ça ils m'appelaient. J'étais la seule mère en plus. Mais là, maintenant, il y a eu un peu d'autres filles qui ont fait « OK, Lisanne, elle peut être maman puis être capable de faire les compés en même temps. » Puis tout ça, fait qu'il y a un petit peu de maman sur le circuit maintenant. Mais là, je suis clairement plus vieille que les autres. Je l'étais déjà, sauf que là, c'est comme... je suis le double de leur âge, là, donc j'ai hâte de voir comment ils vont me présenter. Pourquoi tu continues à faire ça à 43 ans? Il y a eu vraiment... Quand j'ai commencé ce sport-là, c'était après mes années de cirque, j'avais soif de nouveaux défis, puis tout ça, puis il n'y avait rien de fait. Comme on n'avait pas de centre d'entraînement. Tu peux juste arrêter, parce que là, le cirque, là, on le sait pas. Oui, fait que là, OK. Toi, tu as commencé en faisant du Cirque du Soleil, mais avant ça, tu as appris ça où? Ça a débuté comment? Le plongeon? Oui. Enfant, mon père a décidé qu'on allait devenir sauveteur. Parce qu'ils ont fait creuser Et ton père a piscine. décidé que tu allais devenir ça. Fait qu'il voulait que je fasse de la natation pour faire tous les cours pour devenir sauveteur. Je suis jamais devenue sauveteur. Mais il n'y avait pas de place dans mon groupe d'âge en natation, puis il y en avait en plongeon. Fait que là, finalement, ma mère, elle s'est dit, on va l'habituer à l'eau comme ça. Fait que j'ai commencé le plongeon, puis je savais même pas nager. Je faisais des compétitions, puis je nageais en petit chien. Ça a-tu débuté qu'ils t'ont juste donné une pouce? Tiens, voici ton baptême de l'eau. Quasiment, mais j'ai tellement aimé ça être dans les airs que j'ai comme compris l'importance d'apprendre à nager parce que je me suis dit, OK, si je suis plus vite dans l'eau, je vais pouvoir sauter plus souvent du tremplin dans les cours, dans les bains libres, puis tout ça. Mais tout ça pour dire que pour la question initiale, c'était pourquoi tu reviens? Oui. C'est parce que quand j'ai commencé, tout était à faire, il n'y avait rien de fait, puis je l'ai tout fait, mais avec les bons alliés. Mais on a maintenant une plateforme de 20 mètres au Parc olympique, chose que j'ai jamais eue dans mes années de compétition. On a vraiment des outils, une équipe, des coachs. Puis moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, mon sport. Je l'ai vécu comme toute seule, avec pas nécessairement les bonnes heures d'entraînement, pas d'entraîneur en compé. Donc, c'est rendu la vision que j'avais. Fait que là, j'ai goût de le vivre avec tout le monde parce que c'est comme je l'imaginais. Là. C'est parce que toi, tu as été, si je me trompe pas, pionnière de ton sport. Donc, tu étais à l'avant-plan quand ça a parti, puis le sport n'était pas nécessairement sous la même forme que tu le trouves présentement. Oui, le sport a tellement évolué. C'est comme... Il y a beaucoup de choses que c'est la vision que j'avais. Fait que là, j'ai comme le goût d'être... Puis je suis encore capable. Il y a ça aussi. Puis il y a aussi dans ce parcours-là cette... Puis je pense que toi aussi, t'es comme ça. Tu t'entraînes encore. Puis il y a comme cette envie-là de l'âge, c'est pas... je suis d'accord avec toi, mais moi, le côté compétition, il a comme fini par partir. Ça a été long, où ce que ça me manquait, puis je m'entraînais toujours comme si j'allais être prêt à compétitionner. Puis là, à un moment donné, il y a d'autres chaînes d'intérêt qui ont comme pris la place. Ouais. Puis là, j'ai vraiment réussi à faire le switch, puis je me demandais si j'allais y arriver à le faire. Puis je suis content parce que mon corps me dit merci. Oui. Tu sais, puis juste là, parce que j'aimerais comprendre, on sait où ce que tu es rendu aujourd'hui. Moi, je veux comprendre d'où ce que tu viens parce que je trouve ça super intéressant. Parce que c'est un cheminement de carrière dans un sport qui n'est pas nécessairement orthodoxe. Quelque chose que les gens connaissent peu. Mais tu sais, tu as été champion du monde, là, puis pas rien qu'une fois. Là, c'est quand même tout un accomplissement. Puis
c'est juste plate parce que, me semble, t'as pas la reconnaissance que tu devrais avoir. Ah, ben, la raison première, ça a tout le temps été la passion. Tu sais, quelque chose d'extrême comme ça, puis de dangereux même, là, tu sais, il faut vraiment que ça parte dedans. Fait que ça me dérange pas tant. Mettons que que les gens le savaient pas. Mais tu sais, souvent, quand on compétitionne pas dans notre pays, on dirait qu'on est plus connu ailleurs. Oui. Tu sais, moi, quand je me promenais Tu peux pas être prophète dans ton propre pays, finalement. Exact. Tu sais, en Italie, en Bosnie, au Mexique, il y a vraiment des pays où notre sport est plus connu puis qu'on se fait plus reconnaître les athlètes de ce sport-là et tout. Mais mon retour, c'est pas pour faire... Mon retour, c'est pour... c'est parce que j'aime encore ça. Moi aussi, j'ai développé d'autres champs d'intérêt, mais j'arrive à tout concilier. Puis, c'est pas pour aller chercher plus de notoriété, mais c'est pour le vivre encore. On dirait que ça me manquait trop. Puis je continuais de plonger pour mes projets spéciaux. Donc, ça demandait comme presque autant de charges d'entraînement. Puis mes projets spéciaux sont plus sécuritaires avec l'entraînement de l'équipe nationale. En ce moment, je suis vraiment prête à n'importe quel défi, comparativement à d'autres défis que j'avais moins d'entraînement puis je décidais de faire quand même. Fait que, tu sais, pour moi, les compés, c'est plus la priorité principale parce que j'en ai plusieurs, mais ça en est une de. Tu sais, c'est tant qu'à y être, on va profiter de tout ce que j'ai construit. Tant qu'à t'entraîner puis te préparer puis t'es capable de le faire, pourquoi pas? C'est ça. T'es allé à l'École nationale de cirque? Oui. Ça se passe comment? C'est-tu là que t'es parti du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour t'emmener ici? Oui, exact. C'est vrai. C'est une formation collégiale. Donc là, moi, finalement, là, en plongeon, j'avais fini par faire sport-études en secondaire 1, 2, 3. J'étais partie à Québec. Mais on vivait au Saguenay. J'étais revenue au Saguenay. Puis là, en secondaire 4, j'ai commencé à faire de l'impro. Fait que là, j'ai comme compris tout l'aspect jeu d'acteur m'intéressait aussi, puis ça faisait partie de moi. Donc, quand je regardais les possibilités d'études, là, l'École nationale de cirque, c'était vraiment intéressant parce que j'avais des capacités athlétiques puis aussi, justement, artistiques. Fait que c'était comme un milieu qui combinait les deux. Fait que j'ai fait mes auditions, puis j'étais allée, puis tu fais tes cours de français, philo, anglais, puis tu fais du cirque aussi. Là. Tu fais du cirque en même temps? Oui, c'est vraiment un beau programme. Là. Moi, j'avais quitté... à l'époque, c'était sur la Rubéry à Montréal, dans l'ancienne gare d'Alousie. Puis maintenant, ils sont à côté de la TAU, dans le quartier Saint-Michel à Montréal, à côté du Cirque du Soleil, à côté du siège social. Puis t'as été combien de temps avec le cirque? Longtemps, une bonne dizaine d'années. Là. Des fois, c'est in and out. Des fois, tu pars en tournée plusieurs années. D'autres fois, je faisais des événements spéciaux. Fait que c'est comme du corporatif. C'est le même concept que quand on fait nos conférences en corporatif. Puis tout ça, c'est des entreprises, mais de plus grosse forme. Là. Mettons, tu t'en vas à Hawaii pour un rassemblement d'une entreprise, puis ils commandent 3 spectacles du Cirque du Soleil. Ou les démarrais, mettons. J'étais allée à Sagar en hélicoptère pour faire un spectacle. Donc, tu sais... c'est des spectacles du Cirque du Soleil, mais de plus petites formes qui sont juste pour des événements uniques. Là. Y avait-tu une piscine pour t'accueillir là-bas? Non, dans mes années de cirque, je plongeais pas. C'était vraiment du jeu d'acteur. Tu plongeais pas? Plein d'autres affaires. Oui, mais j'ai jamais fait eau, entre autres, là, qui est le Je suis tombé surpris, je m'attendais. Ouais. Fait que t'as fait quoi? J'ai fait entre autres, trampoline, trampo mur, jeu d'acteur, jeu clownesque. Moi, j'aimais ça, faire des niaiseries. Roussir, ouais. Tu sais, moi, j'ai passé proche de partir avec le cirque. Oui! Ouais, en 2002, ils sont venus me voir. Il y avait un chasseur de tête. Fait qu'il m'a suivi pendant quelques compétitions. Puis à un moment donné, il est venu me rencontrer chez moi à Gatineau pour me faire un offre. Oui. Partir en tournée. Fait qu'il y avait une période de formation à Montréal, justement, à l'école. Et par la suite, je serais parti en tournée avec eux. C'était un contrat de 2 ans en tournée à l'extérieur. C'était en Europe. C'était quel show? Ils me l'ont pas dit. Je me suis pas rendu là. Okay. Il m'a comme expliqué c'est quoi les tenants de l'entente. Tu sais, il prenait en charge moi, ma conjointe, mes chiens. Wow! Ouais. Ah, c'était les belles années du cirque, ça. Puis là, la seule question que j'ai pas demandé, c'est comment ça paye. Oui. Parce que ce que je voulais pas... Puis moi, 2002... J'ai été champion du monde en 2002. Ouais. Fait que quand ils sont venus me voir, j'étais comme dans le milieu de la saison, puis j'étais comme dans le cœur de la course pour pouvoir atteindre mon objectif. Ça fait que j'ai décliné l'offre. OK. Fait que j'ai pas pu savoir c'était quoi le style de vie du Cirque du Soleil. Puis malgré que j'avais vraiment beaucoup d'intérêt, c'est juste le timing n'était pas là. Puis en 2008, ils sont venus me chercher, puis le chercheur de tête t'es rendu le metteur en scène du spectacle du 400e de la Ville de Québec. Oui. As-tu participé? Non, je pense que j'étais à l'étranger en cirque, mais je connais plein de monde qui l'ont fait. J'aurais tellement aimé ça, mais j'étais pas au pays à ce moment-là. OK. Ouais. Fait que là, j'ai fait le 400e, puis là, repersonnifié Louis. Oui. Ça avait vraiment été une belle expérience. J'ai adoré ça, puis je pense que j'aurais aimé ça à Vitiette. Ben oui. Mais je l'ai pas eu, finalement. Fait que, Il n'est jamais trop tard. Non, c'est correct, là. On est passé à d'autres choses. Mais
Toi, là, t'as fait quel spectacle? Celui qui est le plus connu ici que j'ai fait, c'est Zarkana. On avait beaucoup entendu parler parce que Garou était le personnage principal. Puis c'était monté pour le Radio City Musical à New York. Mais j'ai pas fait les spectacles qui commencent au Vieux-Port parce que moi, j'étais déjà maman. Tu sais, je suis devenue maman, j'étais enceinte à 19 ans, j'ai accouché à 20 ans, puis après, j'étais allée finir ma formation. Donc, toutes les shows de tournée de chapiteaux, t'es pas assez longtemps dans les villes, comme ça marchait pas pour moi par rapport à la vie familiale. Donc, j'ai fait des spectacles qui étaient plutôt pour des théâtres permanents. Tu sais, comme on a resté pendant 6 mois à New York, on a resté à Madrid. Oui, ben oui, puis au moins, là, je pouvais amener la famille, puis tu t'installes, puis je faisais l'école à la maison aux enfants et tout, mais t'es pas constamment dans des valises. Tu sais, tu t'installes, tu as le temps de découvrir la ville, d'apprendre sur la culture avant de repartir. Puis aussi, tu payes pas des billets d'avion à chaque 2 semaines, là, parce que sinon, Fait que ça, c'était les belles années du cirque? C'était des belles années. Oui, c'était vraiment... C'est quoi, ça, des belles années du cirque? Dans ma vie à moi, mettons? Non, mais quand je te l'ai parlé... Ah, les belles... Ah, mais c'est parce qu'à l'époque, comme quand ils vont chercher un personnage qui aurait été important comme toi, justement, un personnage principal, bien là, ils peuvent vraiment couvrir les frais de tout le monde et tout. Mais tu vois, Zarkana, on avait changé, là. Moi, c'était à mes frais que ma famille m'accompagnait. Donc, avant, début en 2000 encore, là, il y avait des meilleures conditions, je dirais. Mais éventuellement, il y a eu la crise, puis, tu sais, le cirque a eu des difficultés aussi, puis là, les conditions étaient différentes, là. Parce qu'à l'époque, il y a des gens, là, mettons des personnages principaux, il y en a qui pouvaient faire 800$ par show, là, tu sais, c'était vraiment beaucoup de sous, là, imagine, avec toutes les... Oui, puis des fois, t'as plus qu'un show par jour, là. Bien, c'est ça, souvent, c'est 10 par semaine, tu sais, puis avec aucun frais de vie. Mais ensuite, les salaires ont baissé, mais moi, j'étais tout le temps dans des beaux rôles, là, de personnages principaux aussi et tout, donc c'était quand même des bonnes conditions, mais il y avait beaucoup de calculs de finances parce que là, je partais avec ma famille, donc j'étais l'unique salaire. Puis, j'avais à couvrir les frais de vie de toute la famille. Fait que même si je faisais beaucoup de sous, il y en a beaucoup qui partaient. Il y a quand même des dépenses, mais c'est-tu payant? Là, je vais te poser la question, parce que je l'ai jamais su. Maintenant, je suis curieux. J'ai-tu passé à côté d'un gros moton d'argent? Ben, je pense que toi, il serait vraiment allé te chercher comme personnage principal, là. Donc, tu aurais eu un gros pouvoir de négociation. Tu sais, il y en a que c'est des Olympiens, là, qui ont une carrière incroyable, tout ça, mais c'est des gymnastes, par exemple. Donc là, ils se font approcher pour des rôles plus... de généralistes, Ils sont quand même champions dans leur domaine, mais oui. Tu deviens un peu plus commun. C'est ça, parce que c'est les rôles de généralistes qui vont comme remplir l'espace et être un peu là, mais qui sont pas comme en lumière seuls à un certain moment. Fait que ça, c'est les gens qui sont le moins payés au cirque. Mais je connais pas les salaires actuels, parce que là, ça fait un petit temps que je suis pas là, mais tu sais... c'est ça, quelqu'un qui arrive d'un sport, mettons, là, il est content pareil parce qu'il fait de l'argent, il a la vie de tournée, tout est payé, il y a un encadrement. Tu sais, pour un athlète olympique, il a été habitué d'avoir un encadrement. Ça nous sécurise. Là. Oui, vraiment. Tu sais, toi, tu gères rien, tu es assuré, tu te promènes, tu fais de l'argent, tout est pensé, tes billets d'avion sont... Ben oui, puis tes billets d'avion sont achetés. Puis... Mais nous, la façon qu'on se débrouillait, c'est qu'il me donnait la valeur du billet d'avion qu'il m'aurait acheté. Puis là, on le magasinait, puis souvent, j'arrivais à booker comme... On faisait 3-4 escales, mais toute la famille pour le même prix, là. Donc, on trouvait comment s'organiser. Mais les rôles principaux sont beaucoup mieux payés. Les clowns, c'est les mieux payés au Cirque du Soleil parce que souvent, c'est les rôles principaux, puis c'est sur eux que le poids du rythme du show repose. Puis s'il y a un bug, il faut qu'il y aille sur la scène. Puis sinon, les numéros vedettes aussi. Il y a certaines personnes qui sont vraiment des notoriétés dans les arts du cirque avec des numéros d'équilibre, entre autres, et tout, qui sont mieux payés. Mais plus tu es juste là pendant qu'il y a beaucoup de monde en même temps, ben là, c'est un peu comme des rôles principaux, rôles secondaires, là, UDA, puis tout ça. Il y a comme une charte de cachet. Là. Fait que des travailleurs indépendants, puis tu négocies tes cachets en fonction de l'importance que ton personnage va avoir dans le cirque. Oui, puis quand tu fais une création, il y a beaucoup plus d'argent. Quand tu es là au début du projet, ils vont vraiment chercher, ils ont des gens en tête pour... Parce qu'ils servent de toi pour personnaliser. C'est ça. Puis après, les autres qui remplacent, c'est des interprètes. Fait que là, la valeur est moindre parce que quand tu fais une création, ils vont te chercher pour tout ce que tu peux offrir. Puis finalement, dans le show, il y a plein d'affaires que tu peux offrir qui ne sont pas dedans parce que, tu sais, quand on finit les premiers run-through, ça dure presque 4 heures le show, puis il faut que ça dure 2 heures. Fait qu'il y a beaucoup de choses de couper aussi. Donc après, remplacer quelqu'un avec une track plus spécifique, c'est plus facile de trouver quelqu'un qui va le faire. Tu sais, au début, ils veulent plus de possibilités, des artistes qui ont plus d'expérience aussi. Donc, c'est quand même intéressant, tu m'en parles. Je pense que j'aurais aimé ça, l'expérience, de tout construire ça. Mais là, on va te poser une question. C'est-tu vrai les rumeurs de party? Là, que c'est solide quand même. Ah oui? Oui. Puis même, là, probablement que ça a changé aussi parce que ça fait plusieurs années, là, mais même l'École nationale de cirque à l'époque, là, quand moi j'ai commencé, c'était en 98, là, c'était toute la même gang que le Cirque du Soleil, puis tout ça. Puis
il y avait moins de codes d'éthique là, dans la société aussi. Là, les profs faisaient le party avec nous autres. Aujourd'hui, ça se ferait plus. Là, donc, ouais, c'est des gens ouverts d'esprit. Tu m'en parles un peu, là, vu que tu n'es plus dedans. Oui, ben tu sais, il y a des... Ben, en fait, il y a des étages, là. Fait que moi, je n'ai jamais été au même étage que Guy de la Liberté dans les parties. OK, il y a des étages dans les parties. Oui, dépendant c'est où, là, mais des parties de première, là, nous autres, on est à une certaine place, puis il y a différents étages. Fait que là, il y en a qu'eux autres, toi, c'est sous-sol. Toi, t'es au premier, au deuxième. Mais c'est tous des beaux parties, là, c'est sûr, là. Mais, tu sais, des affaires qui ont le moins de bon sens se passent aux étages où on n'est pas nécessairement invité. Y a-tu des histoires que t'as jamais contées, là? Ou que t'as compté à tes chums, là, puis là, pense qu'il y a personne qui va nous regarder, là. Oui, c'est ça. Oui, tu sais, il y a des... Je veux dire... Mettons, c'est des gens qui sont très à l'aise avec leur corps. Tu sais, je veux dire, tu peux être témoin des actes sexuels là, dans le cadre de pote quand tu rentres. Là, tu sais, comme c'est surprenant. Là. Fait que la première fois que tu rentres là, tu dois comme pogner 2 minutes. Ah, ben oui, c'est ça. Mais après, à un moment donné, c'est normal. Là, tu sais. Mais c'est parce que c'est ça, il y a comme cet état-là de... Tu sais, à l'origine, le cirque, c'est des bohèmes, c'est des gens ouverts d'esprit, c'est des... Puis là, il y a un enjeu aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans ce milieu-là. Fait que là, tu sais, il y a de la drogue qui rentre aussi. Puis tu vas avoir beaucoup de personnalités publiques aussi. Tu dois avoir des gens que tu vois... Oui. Qui sont invités aux premières et tout. Là. Oui, c'est puis ça. Puis au party. Oui, mais eux autres, moi, j'ai été moins témoin. Là. Mais justement, je pense qu'ils sont dans les étages, pas avec... Il y a peut-être une protection aussi là, pour les personnalités publiques de ne pas être avec tous les autres artistes. Là. OK, je comprends. Puis là, l'autre affaire aussi, tu as mentionné drogue. Tu sais, on est à une autre époque. Tu sais, la légalisation est arrivée, 2015, 2016. Fait que j'ai l'impression que ça devait être plus lousse. Dans les années 90, c'était plus libertin que ça... Vous étiez plus avant-gardiste, mettons. Ça se peut-tu? Oui, tu sais, puis c'est comme un milieu aussi, si on compare justement au milieu compétitif, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se retrouvent là où tu n'as pas de test de dépistage puis tout ça. Là. Parce que quand on est athlète, là, même encore moi, là, quand je fais des compétitions, là, des mois après, ils peuvent arriver chez toi puis te tester. Là, fait on est là puis on capote même pour des produits naturels parce que pour avoir des pistes là, ça, on est vraiment checké. Puis les artistes qui étaient des athlètes avant, ils arrivent d'un milieu très, très checké. Puis là, ils arrivent dans une structure, un encadrement et fait tout. Qu'ils l'échappent un petit peu. Ben oui, il y en a qui partent sur le party, là, parce que là-dessus, il n'y a personne qui te check. Là, donc, puis c'est ça, avec de l'argent, avec de la liberté, avec une pression de performance qui est différente. Quand tu es en compétition, les gens s'attendent à des rendus de toi personnellement. Là, c'est sûr qu'on veut un standing ovation à toutes les shows, mais tu es 50 sur la scène là, pour le créer. Donc, des fois, tu sais, ça peut amener moins de pression de performance. Un autre niveau de compétition à l'intérieur même du spectacle? Tu sais, parce que tu as tous des athlètes, des gens qui se repoussent. Ton salaire est basé sensiblement sur l'importance de ton personnage. Donc, si tu performes, tu continues à bien performer... Mais là, tu vas pouvoir mieux renégocier. Mais ton salaire est négocié quand même pour 2 ans. Là. Donc, après, ton avantage d'être... À moins que tu te retrouves à faire du remplacement, s'il y a quelqu'un qui se blesse ou qui s'en va, ben là, tu vas retomber en négociation parce que ton importance dans le spectacle va augmenter. Oui, mais toi, comme athlète, c'est tous des athlètes. Oui. Tous des athlètes. Fait que moi, c'est juste aller au gym, puis avec mes chums, mais qu'est-ce que tu essayes de faire, c'est de te pousser. J'ai l'impression que ça va être la même affaire vous autres. Oui, bien ça, je dirais, c'est propice à la performance. Tu sais, comme même un comparatif avec le sport, là, avant, moi, j'étais tout seul. J'avais pas de référence de quelle femme était capable de faire quoi. Puis là, maintenant, on s'entraîne ensemble. Fait qu'on on se pousse, on devient qu'on fait des plongeons qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait faire parce qu'elle, elle l'a fait. Ah, ben moi aussi, je peux. Donc, c'est sûr qu'en art du cirque aussi, à s'entraîner ensemble, il y a quand même ça, là, cet esprit-là de compétition pour être meilleur, mais c'est positif. Il y a tellement une belle camaraderie là, parce qu'on vit des émotions tellement fortes, puis on voyage, notre famille, c'est la troupe. Là, on se retrouve dans des pays où on n'est pas capable de lire, où on ne comprend rien à la radio, à la télé. Donc là, l'immersion est complète. Puis notre armure, c'est qu'on est une grande équipe. Là. C'est quoi tes plus beaux souvenirs? Ben, je dirais qu'il y a quelque chose dans le... Tu sais, au Cirque du Soleil, on a pratiquement des ovations debout à la fin de chaque show. Là. Donc ça, c'est fort. Là. Puis, l'émotion, hein? Oui, parce que c'est comme de l'amour. Puis c'est comme des moments uniques tellement puissants. Là, un chapiteau rempli de tout le monde qui se lève debout en même temps puis qui applaudit. Puis nous, on est là, puis on prend vraiment le temps de le recevoir. La façon que les spectacles sont montés au cirque, il y a une belle période pour ça. Je dirais que ça, c'est touchant. C'est dans les émotions vraiment fortes que j'ai vécues dans ma vie. Mais sinon, les choses banales, là, comme on est dans la loge avant, les moments qui me manquent, moi, le maquillage, là, c'est nous qui se maquillons.
Puis au début, là, ça me décourageait. C'est tellement précis, c'est long. Moi, j'aime l'action. Puis, tu sais, ça peut prendre 3 heures, là, faire ton maquillage de scène. Mais finalement, c'est des super beaux moments. Les filles, les potins dans les loges. Puis, tu sais, c'était un moment tout calme, qu'on était bien. Fait que j'ai des beaux souvenirs de loge aussi. Fait qu'il y a un côté un peu commun, hein? Ouais. Où ce que tout le monde est ensemble tout le temps. Vous voyagez ensemble, vous performez ensemble, vous entraînez ensemble, vous mangez ensemble. Oui, il y a vraiment de l'intimité. Tu sais, des fois, tu as des quick change en coulisses, puis là, le monde passe, puis tu es en bobette. Puis, je veux dire, il y a tout ça de. Tu es tout le temps ensemble et tu es très proche. C'est comme de la famille, tu sais, parce que justement, il y a une intimité que tu n'aurais pas dans n'importe quel autre milieu de travail. Là, tu sais. Je me serais pas mis en bobette en arrivant ici un matin. Surtout pas devant lui. mais ce côté-là fait partie de. C'est ça qu'on fait. Puis, il y a beaucoup de difficultés aussi. Là, on parle de 10 shows par semaine, on parle de blessures graves qui vont arriver en entraînement ou sur la scène, on parle de réhabilitation. Là, des fois, il y a des artistes qui vont être hors du spectacle pendant 8 mois, mais qui vont suivre la tournée pour suivre les soins de physio, qui vont nous encourager. Donc, puis c'est beau, mais c'est difficile. Là. Des fois, c'est comme 15 jours sans congé. Parfois, ça peut être jusqu'à 3 représentations par jour. On devient épuisé ensemble. Fait que ça aussi, ça crée une certaine c'est ce que m'était fait dire que c'était pas toujours facile. Oui. T'as des highs, puis t'as des lows. Oui. Parce que tu travailles fort, là. Oui. Puis t'as aussi des périodes où tout à coup, t'as plus de spectacle. Puis c'est comme si t'existes plus. Tu sais, comme ta vie, c'est tellement juste ça que... Tu sais, moi, je connaissais mes heures par cœur. OK, à telle heure, c'est mon changement de costume. À telle heure, OK, je vais porter... T'as toute ta routine qui est à des heures précises, là. Puis finalement, que pendant 2 semaines, t'as pas cette routine-là, tu vois l'heure, puis tu te sens comme déstabilisé. Tu sais, il y a comme... ouais. Puis là, vous vivez où quand vous êtes en tournée? À l'hôtel? À l'hôtel, en général, on est tous au même hôtel. Fait que ça, c'est le fun aussi parce qu'on se croise tout le temps. Souvent, on est sur le même étage même. Mais encore là, ça dépend. Parce que là, les familles, les chambres d'hôtel, c'est pas nécessairement adéquat. Tu sais, comme nous, quand on était à Moscou, les premières semaines, on était à l'hôtel. Mais ensuite, c'était à nous de se trouver où on allait rester. Puis ensuite, on s'était trouvé un appartement un petit peu plus grand. Donc là, j'étais plus avec le reste de la troupe étant donné que j'étais en famille. Fait que ça, des fois, c'était dommage parce qu'il faisait tellement froid cet hiver-là. En plus, on n'allait pas prendre une marche juste pour aller voir les autres. Là, une fois que tu étais rentré en dedans. T'as aimé ça, Moscou? Moi, j'ai adoré. Ah oui. Déjà, l'architecture, c'est magnifique. C'est magnifique. Les gens, c'est pas ce qu'on nous véhicule. Ouais. Moi, j'ai adoré les gens. Ils ont été super fins avec moi. Il faut comprendre, il y a comme la classe politique ou le côté politique de l'affaire. Mais le peuple, en fin de compte, ça nous ressemble beaucoup. Hein. On ne prend pas grande décision. On en suit plus qu'on en prend. Oui. Non, puis les gens partout. Tu sais, ça, c'est un des avantages de voyager avec les différents projets que j'ai faits. C'est les humains, là, partout sur la Terre, là. C'est tout du bon monde. Tu sais, comme je suis jamais arrivée nulle part en me disant « Ah, eux autres ont vraiment pas smart » quand on a la chance de rencontrer l'humain. On a tous les points communs aux mêmes places. On a de la sensibilité, on a de l'ouverture aux autres. À la base, on est tous humains. Oui. C'était quoi ta meilleure foule? Red Bull Cliff Diving, là, on avait... T'étais où? Italie, Polignano à Mars. C'est vraiment dans le talon de la botte. Ça doit être l'enfer. Ah oui, mais c'est fou parce que il y a des... Tu sais, on avait 80 000 personnes qui assistaient à la compétition. Là. C'est immense, là. Le Centre Bell, c'est 20 000. Ils sont dans des bateaux... Il y a des bateaux. Il y a... cette ville-là, elle est faite en bordure de falaise comme toute la ville. Puis il y a une espèce de petite baie. Fait qu'il y a de la falaise en avant aussi quand on plonge, qui est pas de la ville. C'est plus de la falaise, donc il y a vraiment une foule assemblée. Mais tout au long, la ville est en bordure de falaise. Fait qu'il y a des gens partout. Puis nous, on part du balcon d'une maison privée. Bon, on rentre, là, quand t'arrives, t'es en maillot de bain. Tu rentres dans la maison? Tu rentres dans la maison. Puis là, le monsieur, il est là, il est en train de déjeuner, des fois. Là. Puis là, tu te rends, tu t'en vas sur sa terrasse, puis la plateforme, elle est installée sur sa terrasse. C'est complètement fou. Puis après, on plonge, on embarque dans un silou, puis là, ils nous sortent. Puis là, tout le long que tu montes, là-bas, on a des gardes du corps parce qu'on a une trajectoire à faire avant de retourner à temps pour le prochain plongeon. Puis la ville, elle est complètement, là... cliff diving. Là. Donc, tout le monde t'arrête partout. Fait que les gardes du corps sont là pour s'assurer qu'on puisse faire notre trajectoire assez rapidement. Puis il y a des écrans géants partout dans la ville aussi. Là. Donc, ça doit être impressionnant. Ah oui, puis moi, ça a été ma première victoire en Italie. Première victoire sur le circuit Red Bull Cliff Diving, c'était là-bas. Donc, c'était vraiment... En plus, tu gagnes. Ben ouais, c'était dans vraiment fort. C'est quasiment paradisiaque. Ah, c'est ça. Vous êtes les héros de la place. Ben, c'est vraiment comme le hockey. Oui, c'est ça. Pour c'est eux, ça, t'es vraiment comme le Canadien de Montréal. Exact.
Exact. C'est comme si j'avais le but gagnant là, après avoir fait le tour du chapeau là, quand je gagnais là-bas. Là. Puis plus que ça, je dirais, parce que c'est un événement unique. Comme le hockey, c'est tellement fort à Montréal, mais on a plusieurs matchs durant l'année. Mais eux, ils l'attendent. Là, c'est une fois par année. Match, là. Exact. C'est un match, c'est en prolongation. C'est ça, votre affaire. Oui, vraiment, c'est ça. Puis c'est le 7e match. Ça doit être un feeling que tu dois, à l'intérieur, là. T'as pas dû avoir ça souvent, là. Ah non, mais tout ça, justement, c'est vraiment... on est privilégié, tu sais, parce que n'importe qui fait bien son travail a des fiertés puis fait des bons coups, mais quand t'es artiste de cirque ou quand t'es athlète, là, c'est public, là, tu sais, là. Mais dans le fond, moi, je veux dire, si j'étais cuisinière, là, j'aurais pas un standing ovation parce que t'as pas cette reconnaissance instantanée-là que tu retrouves comme athlète, là. Oui, puis ça fait du bien, tu sais. Peut-être même que c'est une des choses que je vais chercher à travers mon retour, tu sais, dans le sens de... Autant on se fait donner là, énormément, mais aussi on sent qu'on a un pouvoir d'influence, tu sais, comme on inspire les gens. Il y a ça aussi, en fait, de recommencer à le faire. J'ai envie d'inspirer les gens. J'ai envie que des femmes dans la quarantaine fassent « Hey, j'ai toujours voulu le faire, mon demi-marathon. Pourquoi je le fais pas? » Tu sais, comme des exemples comme ça, je veux montrer que, OK, on n'est pas fini, là. Tout est encore possible. C'est pas toi, là, mais moi, je me souviens, c'est que quand ces moments-là arrivaient, là, t'es tellement sur un high qu'après la compétition, quand on retournait à la chambre d'hôtel, là, c'est comme s'il y avait un vide, là, tout d'un coup. Oui. Je sais pas si tu comprends. Tout devient tranquille. C'est comme si t'as une grande fatigue, là. Ah oui, parce qu'on la sent pas pendant un temps. Puis là, je veux dire, dans ton cas, c'est clairement une fatigue physique plus intense que la mienne. Émotionnelle. C'est comme s'il y avait de quoi, ou c'est tellement été un hype, c'est les gens qui sont après toi, les gens qui t'encouragent, les gens qui crient. Puis là, tu gagnes une compétition. Ça vient avec une émotion qui est surréelle. Puis je me souviens, après ça, je retournais à l'hôtel, là, puis j'avais comme un grand vide, là. Oui, j'étais content, mais c'est comme si, là, on m'avait tout enlevé d'un coup, là. Puis là, je réalisais tous les efforts que j'ai faits, le travail. Puis oui, ça a donné un moment merveilleux. Puis en même temps, t'as tellement monté haut que là, c'est comme si, là, quand tout est parti, puis tu reviens normal, là, tu réalises tout ce qui a été fait, puis toute la fatigue accumulée que tu vis d'un moment, là. Puis le poids du quotidien, quand tu reviens, tu sais, comme, mettons, après... C'est ça, après tes compétitions, là, moi, là, j'arrivais, là, souvent, après un vol de nuit, le lendemain matin, j'allais porter les enfants, puis après, j'allais en studio enregistrer les émissions. Le retour à réalité, là. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça difficile, le clash entre les deux mondes. Mais le fait que la plus belle chose que j'ai vécue dans toute ma vie, c'est quand même d'être maman. On dirait que ça me ramenait à, OK, dans la lourdeur du quotidien, parfois, il y a quand même mon plus beau privilège, tu sais, d'être une mère. Oui, tu sais, puis de voir mes enfants. Puis même ça m'aidait aussi lorsque j'avais des moins bonnes performances, parce que peu importe, là, mes enfants, là, ils allaient m'aimer, là, quand j'allais revenir, tu sais, l'affaire la plus importante. Puis même aussi à dédramatiser. Parce que des fois, en tant qu'athlète, quand on met trop d'importance, c'est là où on ne performera pas. Tu sais, moi, mes premières compés, je n'étais pas capable de performer à mon plein potentiel parce que je le savais que mon plein potentiel était haut, fait que je me mettais tellement de pression, puis là, j'y avais pas accès. Mais là, en faisant, OK, tout ça, c'est vraiment cool, je fais ça parce que je suis passionnée, je veux, mais ma plus belle affaire, c'est que je suis une maman. Tu sais, comme on... Tu relativises, puis tu essaies, parce que c'est une anxiété de performance. Hein? Ouais. En tout cas, c'est pas ça qu'on en fait tous. Moi, j'en faisais, là. Oui. Fait que les veilles de compétition, mes nuits n'étaient pas très longues. Non, c'est ça. C'est fou ce qu'on est capable de faire, hein? Parce que souvent, les plus grandes choses que l'être humain a faites, c'est dans des conditions super difficiles. Exactement. Tu sais, on a de l'insomnie, on est malade. Souvent, on a performé malade, on est jet lag. C'est là qu'on réalise qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on croit être. Ouais. Le corps humain, là, c'est vraiment... c'est pas ce que je veux dire, c'est une machine. Là. Ben oui. C'est nous autres qui va déterminer c'est quoi sa limite. Là. Puis c'est un peu ça la beauté de tout ça. Moi, à travers l'entraînement, tu repousses tes limites, puis là, tu réalises que finalement, Kim, je t'ai peur d'en faire plus. Ouais, oui. Puis on dirait que de continuer d'essayer, la limite est tout le temps plus loin. Tu sais, comme on a un objectif. Oui, c'est ça. Puis parlant du vide, tu sais, pour revenir avec le vide, ben moi, c'est toujours ma quête du prochain défi. C'est quand je sens ce vide-là, on dirait que je suis pas capable de rester longtemps là-dedans. Tu sais, moi, j'aime ça être dans l'appréhension, puis dans le moment, puis de la célébration. Mais il faut tout de suite que je pense à c'est quoi qui s'en vient après. C'est drôle parce que moi, quand je compétitionnais, le pire moment, c'était l'attente de compétitionner. Ouais. Là, il arrive un moment où je suis juste tanné, là.
je veux y aller. Ouais, oui, parce que là, t'es prêt. Faut que tu commences, parce que cette fameuse appréhension-là, puis là, le questionnement, puis là, ben, cette anxiété, là, tu veux juste, regarde, je suis prêt, je l'ai fait, go, on commence. Puis là, quand ça partait, moi, j'avais 2 types de compétitions. On avait des compétitions qui duraient une journée. Donc, t'enchaînes les épreuves. Fait que t'en as une mauvaise, t'as pas le temps de t'écraser mentalement. Non, faut tout de suite, tu penses à Tu l'autre. passes tout de suite à l'autre. Ouais. Puis il y en avait comme le World's Strongest Man, qui est plus un show télé, où ce que là, c'est 1 à 2 épreuves par jour. Fait que là, quand t'en as une mauvaise, puis c'était ta dernière de la journée, t'es 24 heures. Ou presque 24 heures à y repenser. Ça, là, ça me tuait, là, parce que là, t'es resté sur une mauvaise note. Tu sais, je sais pas toi, mais moi, l'entraînement, si j'avais un entraînement puis que je manquais un levé, je baisse la charge, je le refais pour terminer sur une bonne note. Comme un flat. Nous autres, il faut y retourner tout de suite, là, si on est capable. Ah, c'est ça. Ben, tu vois, ça se ressemble. Les véhicules sont différents, tu pratiques pas le même sport, mais techniquement, il y a un côté de préparation mentale qui se ressemble. Mais finir sur un manqué, est-ce que t'arrivais avec un peu presque de colère qui t'aidait le lendemain à avoir plus de succès? Non, moi, ça montait ma pression. Ah, ouais. Oui, mon anxiété, parce que là, tu comprends que, là, OK, je peux pas me permettre. Nous autres, là, si tu voulais terminer dans le top 3, tu peux pas te permettre, ou avoir une chance de gagner, tu peux pas te permettre d'être à l'extérieur du top 3 plus que 3 épreuves. T'en avais combien? Généralement, c'est entre 8 et 10. OK, hey, c'est beaucoup. Fait que là, tu comprends qu'à un moment donné, OK, là, si je suis tombé 5e sur elle, il faut que je sois. Puis là, si t'en as eu 2, ben, tout ça, ben, tu te mets à penser à ça. Puis c'est un peu ça. Là. Il y a beaucoup de visualisation, des techniques de relaxation. Mais tout ça pour dire que moi, ça fonctionnait moins bien. Moi, j'étais vraiment bon là, quand on fait ça sur une journée, t'es enchaînes, j'ai pas le temps de réfléchir. C'est ça. T'es dans l'action, puis go, puis on réfléchira après. Oui. Mais moi, des fois, d'avoir manqué un premier plongeon, mettons, au lieu des épreuves, c'est des plongeons, on dirait que je pensais que j'avais plus de chance de gagner. Fait que là, tout à coup, je m'enlevais une pression. Ça baissait ta pression. Là, après, je performais mieux. Puis finalement, souvent, j'arrivais à être top 3 quand même. Mais c'est sûr que de mieux faire le premier m'aurait peut-être permis la victoire. Mais ça me mettait dans un état où, regarde, j'ai plus de chance. Fait que là, tout à coup, je m'enlevais de la pression. C'est comme la pression qu'on se met, ça peut être un des pires. C'est incroyable, hein, c'est gérer cette fameuse pression-là. Ouais. C'est un peu l'art de la compétition. Ta pire foule. Je dirais qu'en compé, en fait, des fois, c'est que des fois, il n'y a pas de foule. Mais c'est le fun quand même. Ça doit pas être pareil. Hein, mettons, aux Philippines, on est dans le lagon bleu. Fait que c'est vraiment une zone qui est restreinte là, au niveau de combien d'humains ont le droit d'y aller en même temps. Ça doit être beau, par exemple. Ah, c'est magnifique. C'est ça, on voit vraiment les plus beaux lieux au monde. Ah, puis toi, tu les vois d'une perspective que nous autres, on ne verra pas. Là. Vraiment. Non, on les voit d'en haut. Ça, c'est une émotion qui me permet de bien performer, c'est que je me concentre sur la gratitude puis la chance que j'ai, puis le visuel est souvent comme, ça te rentre dedans, tellement c'est magnifique. Donc c'est ça t'impressionne tellement que ça te donne de l'énergie positive. Au lieu d'être stressé sur est-ce que je vais réussir mon plongeon, tout, je fais juste comme, wow! Puis là, je suis comme pleine de positif. Puis en même temps, le travail que j'avais à accomplir pour être prête, il est fait avant. Là. C'est pas la seconde avant de plonger. Je peux me permettre d'être dans wow, puis je vais bien faire mon plongeon quand même. Là, c'est pas le temps de vouloir peaufiner quelque chose parce que le travail est fait. C'est un moment spirituel à ce moment-là? Presque. Je dirais... je dirais que c'est les espaces-temps où je suis le plus dans le moment présent. Il n'y a rien d'autre. S'il y a quelque chose, c'est lié à ça. C'est sentir le vent. Puis c'est le fun quand il est chaud. Tu vois. Le visuel. Puis un espèce de ralenti dans le temps. On dirait que le cerveau a une capacité de concentration qui est différente, peut-être amplifiée par le danger, parce que le danger, ça nous met vraiment dans un autre état, mais on arrive à le contrôler, puis même dans les airs, ça dure 3 secondes, mais je vais avoir l'impression que c'est 10. J'arrive à faire x3, là. Mais dans ma vie normale, je suis pas capable de faire x3. C'est juste le vrai temps. Mais dans les airs, c'est quelque chose d'autre. Fait que, je sais pas si c'est spirituel, mais je sais que c'est unique, en tout cas. Là, vraiment. Comment tu as fait ta transition du cirque vers le saut de haut vol? Ça s'est fait après plusieurs années. En fait, ça s'est fait quand Luca est devenu ado. Mon plus grand, il a 23 ans aujourd'hui, mais mes premières années de cirque, il était bébé. Là. Luca, il a fait ses premiers pas sur le tapis, là, c'est le tumbling à l'École nationale de cirque, parce que je suis retournée finir ma formation avec lui. Puis là, j'organisais mes horaires avec mes amis. Fait que quand j'étais dans des cours, eux étaient avec lui. Puis, mais c'est ça. Donc,
ça s'est fait graduel, mais quand Lucas est devenu ado, il avait besoin qu'on revienne vivre à Montréal, donc, puis de voir ses amis, puis d'être vraiment avec eux à temps plein, là, au lieu que je l'enlève puis que j'y fasse l'école, puis tout ça. Fait que c'est son besoin qui m'a fait me dire, OK, on se calme, on cherche une vie plus sédentaire. Puis moi, j'avais comme pas fini mes accomplissements. Je cherchais qu'est-ce que je pourrais faire. Puis là, je voyais qu'il y avait un potentiel de développement au vol. Donc, moi qui voulais du calme, je me suis investie dans un sport extrême, finalement. Explique-moi un peu ton horaire de compétition. En fait, en ce moment, il est différent parce que là, comme je fais un retour, j'attends encore mes invitations. Parce que moi, ma qualification, elle a super bien été. Avant Noël, je me suis retrouvée à nouveau sur l'équipe nationale. Moi, je t'ai suivi sur ces réseaux sociaux. Là. Oui! Je te stalk, là. Fait que je vois un peu de ton cheminement. Puis là, c'est le fun parce que tu me fais avoir des belles places. Puis c'est intéressant parce que je vois que tu as beaucoup de succès. Fait que continue. Mais c'est ça. Fait que là, en ce moment, moi, dans le fond, je suis de retour sur l'équipe nationale de plongeon de haut vol. Puis le total de points que j'avais besoin de faire, ça équivalait à un top 6 mondial. Je l'ai battu par 40 quelques points. Fait que ça équivaut à un top 3 mondial. Donc, si j'allais en compé puis que je faisais la même chose que j'ai fait dans cette compé-là, il y a des bonnes chances que je serais sur le podium. Mais cette compé-là, je l'ai faite en décembre, alors que la saison Red Bull Cliff Diving était terminée. Donc, eux, les invitations pour les prochaines compés étaient basées sur l'année d'avant. Dans le fond, tout est basé sur l'année d'avant. Fait que là, moi, je fais partie des plus fortes au monde encore en ce moment. Je suis vraiment fière de moi d'être encore capable de ça, mais... T'es pas sur le circuit. Pas encore, c'est ça. Fait que c'est un retour qui va se faire en étapes. Mais j'attends une réponse pour... Red Bull Cliff Diving, s'il y a une place qui se libère, à mon avis, je suis pas loin dans la liste, surtout que... T'as quand même été championne du monde. Ça a un certain poids dans la balance, puis ils font du storytelling. Tu sais, comme il y a un stop en Italie qui est le premier que j'ai remporté. Il y a un stop en Bosnie que je suis la première femme à avoir remporté là-bas. La première fois qu'il y a eu une épreuve féminine, c'est moi qui ai remporté. Donc, si jamais il y a une place qui se libère, je pense qu'ils vont penser à moi. Mais sinon, on a 2 circuits de compétition vraiment pro. Il y a les Red Bull Cliff Diving, puis il y a le World Aquatics, qui s'appelait FINA à l'époque. On a déjà eu des championnats à Montréal. FINA à Montréal en 2005. Mais là, il n'y avait pas de haut vol encore à l'époque. Parce qu'on n'avait pas de plateforme assez haute. Oui, mais aussi, même le plongeon de haut vol est arrivé au championnat du monde en 2014. Donc, en 2005, on n'était pas encore là. On n'était même pas sur le circuit Red Bull Cliff Diving. Les hommes ont commencé Red Bull Cliff Diving en 2009. Donc, mais c'est ça, World Aquatic, eux aussi, Aquatics sont leur compétition, mais là, on attend les dates des Coupes du monde parce que la prochaine compétition de World Aquatics, c'est le championnat du monde. Puis théoriquement, la qualification, c'était les Coupes du monde de 2024, que je n'étais pas encore là. Mais Plongeon Canada croit en mon potentiel, puis on fait une demande exceptionnelle, puis on attend la réponse. Mais sinon, ça va être à partir des Coupes du monde. Mais moi, je m'entraîne au quotidien parce que je veux être prête. D'un coup, qu'il y a un remplacement de dernière minute, je veux être prête puis aller assurer. Puis sinon, je vais avoir mes dates prochainement. Mais tu sais, on parle de période difficile. Quand tu sais pas c'est quand la prochaine affaire, c'est beaucoup plus difficile de garder la motivation au quotidien, là, parce que... Oui, mais en même temps, tu le sais, dans le fond. Qu'il y en a. Je sais qu'il va en avoir plein. C'est ça, c'est pas comme... Tu sais, t'es pas dans une position où tu prends la même Lisanne qui a pas le même background, t'as pas tout l'historique, les succès que t'as eu, t'es en attente. L'appel va-tu venir? Toi, c'est une question de temps. Oui, l'appel va venir quand? Tu sais, il n'y a pas il va-tu venir, mais ça va être quand? Puis en même temps, je veux dire, pour moi, c'est correct aussi parce que ce que je veux, c'est être au top quand je vais avoir ma chance de revenir. Fait que, tu sais, j'aime ça aussi que ça va comme être une surprise un peu... Plonger en eau libre, plonger en piscine, c'est quoi la différence? Il y en a plusieurs. Là. Quand l'eau est très froide, ça fesse vraiment plus. Dans le fond, de l'eau froide, c'est dur. Ben oui, parce que, tu sais, juste, mettons, la science de l'eau, là, très, très chaude, c'est de l'évaporation. C'est vraiment... L'eau est plus dure en surface si elle est froide. Oui. Notre impact, nous, on a l'impression que c'est du béton. Quand on arrive, là, c'est comme... C'est pour ça que vous arrivez les pieds devant. Exact. Puis ça, on n'a pas le choix. C'est dans la charte des règlements. Puis nous, on est tous capables, aux 7 mètres, aux 10 mètres, on arrive par la tête, comme les Olympiens. Mais quand on arrive en haut vol, avec les mags supplémentaires, c'est vraiment d'aller courber notre corps pour arriver pied premier. Là, tu vas... Moi, ça me fascine. Comment tu fais pour te situer dans l'espace quand tu sautes pour savoir que là, je rentre par les pieds ou je rentre par la tête? C'est moi, je vois juste rentrer. Puis ça va comment? Puis à un moment donné, c'est la gravité qui fait le travail. Mais dans le fond, le secret, c'est la répétition. Nous, on s'entraîne on fait du haut vol assez fréquemment. On est vraiment privilégiés étant donné qu'on a le 20 mètres au parc olympique, mais on s'entraîne aux 7 mètres, puis aux 10 mètres, aux 5 mètres. On fait tous nos éducatifs. Puis c'est ceux-là qu'on fait le plus souvent. Puis on combine. Mettons que je vais faire
Mettons, je vais faire 3 tours par en avant avec un twist et demi. Bien là, au 7 mètres, je me rends jusqu'à 2 tours avec un twist, puis je vais le refaire plein de fois. Puis ensuite, je vais faire au 10 mètres le périlleux qui manque. Un tour avec une demi-vrille. Puis là, mon plongeon à moi, c'est le mélange des deux. Fait que là, je le combine, je vais faire de la visualisation. Mais lorsque je suis au 20 mètres, les 10 premiers mètres, je vois pas grand-chose. Tu sais, je vois ce que je suis habituée, mais c'est pas nécessairement l'eau parce que c'est vraiment... Tu regardes, là, Ah oui, j'ai visuellement. toujours les yeux ouverts. Oh oui, puis j'ai des repères visuels. Puis si jamais, mettons, j'ai tourné ma tête puis je vois pas la même chose, là, ça peut être paniquant. Ça peut, là. Ça descend vite en tabarouette. T'as le temps de voir où ce que t'es. Fait que tu ralentis. Ben, le temps. Oui, le fait que j'ai l'impression d'avoir 10 secondes, T'es ça dans rend ça plus matrice. T'es sécuritaire. rendu dans matrice. Vraiment, il y a quelque chose comme ça. Puis les derniers mètres, mettons, on est beaucoup occupé les premiers mètres, mais les 10 derniers mètres, là, les gens peuvent regarder des vidéos. Il y a toujours cette même manœuvre-là qui s'appelle le barani, qui est comme une roue, dans le fond, où on a contact avec l'eau en tout temps. C'est pour ça que c'est comme une roue, parce qu'on veut voir le sol qui est l'eau. Fait qu'on est bien occupé les premiers mètres, puis ensuite, on voit l'eau, puis on garde notre contact visuel avec l'eau jusqu'à ce qu'on rentre dedans. Fait que ce moment-là nous permet de s'ajuster. Les premières secondes, la première seconde, c'est la technique, c'est l'acrobatique qui doit être super bien faite, puis ensuite, c'est l'ajustement. OK. Combien de temps entre tu quittes la plateforme puis tu touches l'eau? 3 secondes. C'est incroyable. Tu m'expliques tout ça, puis ça prend plus que 3 secondes. Ah oui! Fait que tu fais tout ça à l'intérieur de 3 secondes et tu as le temps de te voir arriver dans l'eau avant, parce qu'il faut que tu le prévoies, là. Oh, il faut vraiment le prévoir. Puis ça, il y a des réflexes. Tu sais, des fois, le corps va agir dans les airs, puis ça va avoir été plus vite que mon cerveau. Il y a comme un autre niveau là, de pensée qui est appliqué, là, qui est vraiment plus comme des réflexes. Tu sais, quand tu parles qu'on utilise 5 de notre cerveau, là, c'est à peu près ça. Là. Exact. Toi, il y a un pourcentage de plus à quelque part qui te permet de te situer dans l'espace et dans le temps. Avant que je m'en rende compte. Puis une chance, parce que ça peut me sauver, mais il y a aussi quand même ce qu'on a conditionné de je dois vérifier si je vois ça. Puis là, je le sais comment je vais devoir réagir en fonction de qu'est-ce que je vois. Puis là aussi, il y a de la science dans le sens de admettons là, que je sens que je vais dépasser la verticale. Si visuellement, j'ai ce cue-là, puis même au niveau de mon feeling, dans ma rotation, je suis trop rapide ou quelque chose, mais là, je vais m'étirer le plus long possible. Je vais lever mes bras en l'air. Pour ralentir ta rotation. Pour ralentir, pour avoir plus de freinage. Puis si je manque de rotation, bien, je vais faire une boule à la limite. Ça m'enlèverait des points, là, mais ça me permettrait d'aller chercher la rotation qui manque. Puis c'est tout le temps la sécurité avant tout. Dans les airs, on veut avoir un plongeon qui vaut 10, mais on veut surtout pas se blesser. Là, c'est quoi le plus haut que tu as sauté? C'est quand j'ai commencé à faire des shows de plongeon, c'était annoncé à 28 mètres. Puis c'était une toute petite plateforme parce que c'était grand, là, comme une feuille de papier, là, puis on montait dans une échelle. Là, 28 mètres, c'est à peu près quoi, 94, 95 pieds? Oui, je pense que oui. C'est ça. C'est un peu plus haut que 90 pieds. Ça donne combien d'étages? À peu près 9 étages? Oui, une dizaine d'étages. Fait que ça donne une idée, si on se situe, puis on se compare, on se regarde, tu montes au 10e étage d'un immeuble. Let's go. Let's go, c'est là que tu pars. Oui. Ton premier saut, là, quand tu me parles de point de repère et tout, t'es pas? Ben en fait, quand tu apprends dans un contexte comme moi, c'était des spectacles, fait que c'était vraiment des échelles là, comme triangulaires. Là. Puis on montait la plateforme, c'était une toute petite plaque là, avec des équerres. Là. Comme on voit dans les dessins ou qu'on voit dans les films, là, dans un cercle. Oui, exact. Puis c'était dans une petite piscine aussi. Là. En haut, elle a de l'air petite, la piscine. Là. Mais c'est sûr qu'on tombe dedans. Là, mais y a-tu de l'eau dedans? Y a-tu assez? Il y en a pas beaucoup. En spectacle, là, même, j'ai fait la ronde plusieurs années. Là, peut-être des gens qui ont vu, là, on n'a pas beaucoup de profondeur. En compétition, c'est 6 à 7 mètres. Puis en spectacle, des fois, c'est 3 mètres. Là, c'est quoi le minimum d'eau? C'est 3 mètres? Oui. Tu peux-tu, à 2 mètres, tu t'arriverais-tu à... À 2 mètres, ça serait vraiment tough. Là. Mais des fois, on monte des piscines extérieures. Là, quand on fait des tournées, comme quand j'ai plongé aux Bermudes, entre autres, on est arrivé avec une piscine hors terre, que c'est des gros panneaux, puis on met des pins là-dedans, puis on la monte toute. Puis des fois, il y a des fuites d'eau, puis là, on va se retrouver, on est supposé d'avoir 3 mètres. Mais s'il y a une fuite pendant la nuit puis qu'on a un show à faire pareil, des fois, on va le faire avec moins d'eau. C'est pas stressant? Ah oui, bien parfois, il faut annuler le plongeon de haut vol parce que, tu sais, juste le temps de rentrer dans l'eau, tu es déjà rendu dans le fond, là, si tu as 2 mètres. Là, même quand tu as 3 mètres, c'est vraiment dangereux de percuter le fond. Il faut changer la technique. Ça arrive-tu que tu touches au fond? Ah oui. Bien, même en m'entraînant au Parc olympique, là, on a 4,2 mètres en dessous de la plateforme puis on touche au fond tout le temps, mais on se fait pas mal. On squatte dans le fond puis on pousse. Mais quand tu as juste 3 mètres, là, si tu touches au fond et que tu n'étais pas prêt, là, tu dois arriver assez vite, là. Ah oui, c'est ça. On atteint 80 km/h là, en 3 secondes, puis en 1 seconde, on le perd. Ben, tu décélères aussi, donc il faut que tu viennes une décélération. Oui, oui. C'est pour ça qu'on est super essoufflé quand on sort de l'eau. Il y a vraiment une compression sur les... OK! Oui, c'est fou. Il y a une compression sur les poumons. Puis j'ai déjà rencontré un médecin qui disait, je ne sais pas comment c'est humainement
possible? Tu sais, puis là, ça m'a comme fait y penser, puis réfléchir à, OK, mon cœur accélère, puis c'est pas cardio comme sport, mais c'est la force de l'impact. Oui, parce qu'on vous voit sortir, puis on a l'impression que vous êtes essoufflé. Ouais. Moi, je pensais que c'était toutes les figures. Oui, mais ça, c'est un effort de 3 secondes. On est vraiment capable de le prendre. Fait que c'est vraiment la décélération, l'écart entre les deux. Exact. Qui nous compresse. Puis là, après, des fois, on nage aussi dans beaucoup de vagues et tout. Là, fait que... C'est quoi la hauteur maximum qui pourrait être sautée? Ben, le record, le record mondial, c'est Lasso. C'est un ami à moi qui est suisse, qui, lui, il l'a fait, mais là, il fait pas des plombs. Ben, c'est un plongeur de haut vol, mais pour le record, il a fait un saut uniquement. Puis il y avait un équipement de protection, il y avait comme des souliers pour absorber l'impact, parce que nous, nu-pieds, ça s'en va direct dans talons, Ça fait jambes, si fort que ça? Ah, vraiment. Moi, je sens l'impact jusqu'à mon cou. On sent l'impact monter dans notre corps, là. L'onde de choc. Oui, exact. Mais donc, l'assaut, lui, il a fait 54 mètres. Mais ça, c'est le record du monde pour un saut. Fait que c'est pas tout à fait le même sport, mais là, c'est complètement fou. Là. Lui, il fait pas de figure, là. Il saute puis il se laisse tomber. C'est ça. Mais dans la vie, c'est aussi un plongeur de haut vol, mais le plus haut qu'il fait en haut vol, c'est 27 mètres, 28 mètres, là, comme se fait en compétition chez les hommes. Mais, Tu le ferais-tu? Chez les hommes? Non, 54 mètres. Si on te dirait, là, on te donnait 1 million pour que tu le fasses. Ah, ben 1 million, ça serait pas pire quand même. Ben, avec la bonne préparation, mais c'est juste que si tu choisis de faire ça, tu mets un frein à plein d'autres choses que tu vas pouvoir faire dans la vie. Parfois que tu t'entraînes pour ça. Là. Oui, puis tu vas avoir plein d'opérations au genou. Là. Il est magané maintenant. Ah oui, il est magané maintenant. Ben, je dis au genou parce que c'est son cas, mais tu sais... Fait qu'un saut, ça l'a magané de même. Oui. Décider que je le ferais, là, ça changerait le reste de ma vie. Mais en même temps, si je me faisais donner 1 million pour, je pourrais bien décider que je change le reste de ma vie. Je sais pas, tu sais, mais je serais intéressée à. Sauf que finalement, moi, mon défi, c'est beaucoup plus de pratiquer ce sport-là le plus longtemps possible puis de continuer à faire plein de projets spéciaux puis tout ça. Donc, la quête d'aller comme trop haut mettrait un frein à mes autres objectifs, là. Y a-t-il une limite de hauteur qui est humainement possible? Autrement dit, lui, il s'est entraîné, il était préparé 54 mètres. Parce qu'on regarde ça, 54 mètres, ça ressemble à quoi? Peut-être 175 pieds. Si tu tombes mal, là... Ah, il n'aurait pas pu tomber mal. Mais même nous, on ne peut pas tomber mal. Il se passe quoi si tu tombes mal? Bien, premièrement, ceux qui font ça dans la nature tout seuls, qui tombent mal, peuvent vraiment mourir. Parce qu'une des choses qui nous arrive, c'est de perdre connaissance. À l'entrée à l'eau, là, c'est vraiment comme un uppercut si ta tête est un petit peu en avant. Donc, tu peux faire une commotion? Ben oui, il y en a quand même souvent des commotions, mais nous, on a une équipe de sécurité qui nous attend dans l'eau. Donc, si on perd connaissance avec la force de l'impact, ben ils vont nous aider à sortir de l'eau, là, parce que... Ça t'es-tu arrivé? Non, on est content d'avoir l'équipe. Il y a une fois où j'ai eu un peu besoin de leur aide, mais j'aurais été correcte s'ils n'avaient pas été là. Mais ça m'avait comme frappé un peu plus que je m'attendais. Fait que là, je trouvais ça le fun qu'ils soient là. Mais j'ai été témoin de des accidents qu'ils essayent de trouver le corps, là. Puis là, ils ressortent, ils ne trouvent pas le corps. Ils recalent dans l'eau pour aller trouver le corps. Eux, là, ils descendent dans l'eau en même temps que nous quand on arrive, puis ils nous touchent pour être sûr qu'on est là, là. Puis là, on sort de l'eau ensemble, puis on leur dit on est correct, puis ils nous lâchent. Mais des fois, avec l'impact, l'eau Ils cherchent, parce que l'eau est comme brouille à cause de l'impact. Oui, puis l'eau est opaque, tu sais, ça dépend où on plonge, là. Mais, fait qu'il faut vraiment qu'ils nous touchent. Mais le danger, c'est s'il y a un crash puis qu'ils ne trouvent pas le corps, là, pendant ce temps-là, il est où le corps, là, tu sais, puis là, ça peut faire une différence de vie ou de mort, là, la rapidité à laquelle ils trouvent le corps. Puis ensuite, c'est les soins, rapidité des soins. Parce que tu te perfores un organe interne, c'est vite à l'urgence. OK, fait que tu peux avoir des fractures, tu peux te perforer un organe interne. Oui. Puis là, ben, justement, une cause de décès, ça serait une hémorragie interne. Mais dans le contexte dans lequel je pratique mon sport, j'ai tout le temps un plan d'urgence. J'ai tout le temps... On veut pas premièrement, on fait tout pour pas qu'il y ait d'accident. Mais en plus, c'est la rapidité des premiers soins puis le plan d'urgence qui fait la différence. Puis dans mon cas, c'est tout le temps pensé. Là. J'ai toujours mon équipe de sécurité. Donc, tu pourrais mourir à faire ça si tu tombes mal. Je pense que tu sais, mettons, à part si on ne retrouve pas le corps, le décès ne serait pas sur le coup, mais serait comme la répercussion de manquer de soins rapidement. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment dangereux. Là. C'est vraiment dangereux parce que l'eau, c'est comme du béton là, à une certaine hauteur. Là. Donc, en arrivant de la bonne façon, même en arrivant de la bonne façon, on se fait mal quand même, là, parfois. Là. Fait que si tu fais un flat à cette hauteur-là, là. Ça, il faut vraiment pas prendre deux flaps. Ça pourrait ouvrir. Puis, il y a différents accidents aussi. Là. Il y a des perforations des poumons, entre autres. Là. Il y a certaines blessures qui reviennent. Là. Ça pourrait ouvrir, là, la peau fendrait.
Ouais, mettons un bras à plat de même, là, ça pourrait... Oui, j'avais été au Lac-Vert à Québec. Ça doit à peu près, dans ma tête, c'est à 100 pieds, là, mais ça devait être plus proche de 80 que 100 pieds. Là. Puis là, il fallait que tu cours Oui, hey, ça, pour c'est malade. sauver les roches, parce que tu vois les roches. Fait que là, il faut que tu descendes pour te donner de l'élan pour tomber où il y a de l'eau. Puis j'étais arrivé, justement, les bras comme ça. Ça a fait mal, là. Ça a fait des bleus? Ça a fait... Je suis venu, là, comme rouge-violet, là. Oui. Là, c'est drôle parce que je sors de l'eau, j'ai mal, puis il y a plein de monde qui te regarde. Fait que tu fais comme le gars qui a pas eu mal, là. Puis j'avais vraiment l'impression que les bras auraient pu ouvrir là. Oui. Oh, Là, tu es oui. en train de me confirmer que si tu arrives avec assez d'auteur et que tu fais un flat, la peau pourrait fendre. Ben, moi, je dirais, ça dépend de la peau de quel endroit, là, tu sais, la petite peau fine, là, pourrait fendre plus facile. Des fois, C'est il y a vraiment des... le fun, ton affaire. Tu donnes vraiment envie de le faire. Moi, j'ai envie de faire du saut de haut vol. Mais avec la bonne formation, tu sais, comme il y a tellement de choses qui sont pas sécuritaires si on les fait pas de la bonne façon, puis qu'on est capable... c'est parce qu'on considère tous les détails, là, on met tous les éléments en notre faveur pour que ça se passe bien, là. Fait que toi, quand t'as arrêté la première fois, c'est-tu à cause des blessures? En fait, en 2017, j'ai pas pu faire ma saison de compétition. Puis pourtant, là, j'avais remporté le trophée de l'athlète féminine de l'année de la FINA. Tu sais, j'étais vraiment dans un pic là, en 2016. Puis j'avais des blessures au cou. À cause des plongeons? Surtout à cause de mes années de cirque. Tu sais, c'est de l'usure. J'avais beaucoup d'arthrose dans ma colonne. Puis là, l'arthrose a créé des petites hernies. Puis j'ai aussi eu une sténose sévère. Fait que là, tu sais, mais tout ça, c'était comme... C'est pas un plongeon, c'est l'impact. L'accumulation Ouais. du stress, de l'entraînement, des compétitions, de tout ce que tu as fait. Là. C'est Comme elle ça. dit tout le temps, c'est un jour, on va avoir mal partout. Ça commence déjà, mais Oui. Ben, il y a une phrase, ça dit un acrobate qui se réveille le matin sans avoir de douleur, c'est qu'il est mort. au final, je dis, je vais savoir pourquoi j'ai mal partout. Oui. Mais tout le monde finit par avoir mal partout. C'est juste qu'il y en a qui savent pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose. C'est ça. Puis en même temps, nous aussi, il y a des choses qu'on fait qui nous font mal, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait qui font du bien à notre corps. Fait que ça compense, au niveau Oui, parce qu'on s'entretient. Parle-moi de Oui. ça. Tu fais quoi pour entretenir ton corps puis te donner, je te dirais, un baume sur ces douleurs-là? Ben, je dirais que l'activité physique, c'est sûr que c'est bon pour le corps, là. Tu sais, même, je pense que ça ralentit le vieillissement, là. L'esprit aussi. Oui, vraiment, vraiment. Ben oui, santé mentale. En partant, on bouge, on vit des émotions. Tu sais, moi, je suis une intense dans la vie. Tu sais, je serais peut-être tombée dans la drogue ou j'ai besoin d'intensité, mais là, je la vis à travers mon sport, je la vis à travers mon métier. Tu sais, c'est quand même capoté, là. Mais c'est sûr que, tu sais, de prendre soin, tu sais, on prend soin de l'alimentation, du sommeil, de l'entraînement. Je suis bien entourée pour ma santé aussi. J'ai plein de spécialistes autour de moi qui peuvent me donner des conseils. Fait que je pense que je suis maganée, comme, mettons, mon cou, mais mon cou va vraiment bien maintenant. Mais à travers les années, j'ai plus abîmé certaines parties de mon corps, mais en même temps, j'ai tellement une bonne hygiène de vie que ça compense. Je me sens bien plus jeune que mon âge. Puis quand je compare autour de moi, là, les filles de mon âge, d'avoir eu 3 enfants, puis tout ça, je me sens plus Ils jeune. n'ont pas toute l'allure que tu as. Mais je pense que c'est le quotidien. Dans le fond, on est ce qu'on mange, puis on est ce qu'on fait. Ce qui m'amène à penser, tu penses-tu que on mériterait avoir plus d'athlètes qui parlent à nos jeunes parce que je pense que cette structure-là, où ce que tu réalises, on dit souvent un esprit sain dans un corps sain, mais c'est vrai. Ben oui. Tu sais, comme athlète, on prend tellement soin de nous, même si on se magane, mais on essaie de s'entretenir pour continuer à pratiquer notre passion. Mais en même temps, au niveau de l'état d'esprit, c'est incroyable le feeling que ça nous donne, la confiance qu'on construit. C'est le dépassement, puis on réalise que finalement, on a plus de capacité. Puis je pense que ça, c'est beau. Puis d'inculquer ça aux jeunes, c'est un peu une responsabilité qu'on a. Oui, puis c'est un privilège. Tu sais, comme la force de l'impact qu'on a. Une des raisons pour laquelle j'aime tellement ce sport-là, moi, c'est que mon sport parle plus que moi. Tu sais, tu me vois faire un plongeon, tu vis une émotion, même si tu ne me connais pas. Tu sais, il y a quelque chose de très puissant dans le message de mon action, qui est plus grand que moi, à mon avis. Donc, j'ai une belle porte d'entrée, autant pour les conférences corporatives, les adultes aussi, j'ai un bel impact dessus, mais les enfants, ils vont voir une vidéo d'un plongeon, puis après, là, ils vont écouter tout ce que je vais leur dire. Là, puis les enfants, c'est comme l'infini des possibilités. Tu sais, tout est à faire encore. Là. Moi, j'en fais beaucoup des conférences aux primaires ces temps-ci, puis c'est fou, là, les messages que je reçois des parents après, puis les yeux des enfants. Puis, tu sais, puis moi, je me dis, crème,
je viens peut-être de changer quelques vies, là, tu sais, comme leur faire réaliser que tout est possible. Parce que moi, je n'étais pas meilleure qu'un autre, là. J'ai juste décidé que j'allais vivre cette trajectoire de vie-là, puis j'ai foncé, tu sais. Fait que c'est ouvert à tous, là, peu importe ce qu'on va choisir, on peut le faire. Tu lui parles-tu de l'alimentation? Souvent, dans la période de questions, l'affaire, c'est qu'on a bien trop d'affaires à leur dire. Mais tu vois, j'ai un projet avec la classe de ma fille cette année. Là, j'y vais 2 heures par mois. Puis là, eux autres, on a vraiment beaucoup de sujets parce qu'on peut développer. Mais sinon, dans mon 1 heure, je les fais bouger. Entre autres, le primaire, là, à la fin, on bouge 10 minutes. Il y a une période de questions. Dans la période de questions, je m'en vais tout le temps vers l'alimentation. Mais dans le contenu, c'est vraiment des outils pour qu'ils deviennent leurs propres héros. C'est comme ça le thème de ma conférence actuelle. Mais ça fait plusieurs années que j'en fais, donc j'en ai eu différentes. Mais là, je sentais que c'était le besoin parce qu'avec la pandémie, il y a comme eu un impact. Puis c'est comme une... Je sens qu'il y a plusieurs jeunes, même familles, qui ne sont pas nécessairement outillés pour, tu sais, comme réaliser que tout le monde a un plein potentiel ouvert à eux et tout, là. As-tu commencé à faire des conférences durant la pandémie? J'en faisais dans la pandémie en Zoom, là. C'était plus tough, là. Mais tu avais commencé avant? Oui, j'avais commencé avant. J'avais commencé dès que j'ai commencé à faire les compés de plongeon en 2015, là, il y a eu des demandes, puis... J'ai trippé là-dessus. Là. Fait que toi, la pause, là, elle a comme coïncidé avec la pandémie aussi, là. Ben en fait, 2017, j'ai eu ma pause, puis ça, c'était vraiment difficile parce que j'assumais pas que c'était vrai que j'allais pas pouvoir faire aucune compé cette année-là. Fait que j'étais d'une déception à l'autre constamment. Puis à l'époque, je les animais, les émissions Red Bull Cliff Diving, je les analysais à TVA Sport. Fait que je suivais, là, je regardais toutes. J'avais hâte d'être là à la prochaine. Puis à chaque fois, tu sais, j'avais une grosse déception. Parce qu'on dirait que j'étais pas capable de prendre la déception globale, mais de la prendre en étapes, ça a été difficile. Il y a un deuil à faire, là. Ah ouais, à chaque fois, je me faisais pas à l'idée. Puis finalement, une fois que la saison a été finie, c'est là où j'ai été capable d'entamer pour de vrai ma guérison. Parce qu'avant, je n'étais pas prête, je faisais juste être déçue, tu sais. Puis là, ensuite, j'ai travaillé fort, puis j'ai fait, OK, ben là, il n'y a plus de compé de toute façon avant la prochaine saison. Puis là, ça s'est replacé. Fait que là, j'ai pu faire une saison en 2018, saison en 2019. Puis là, en 2020, il y a eu la pandémie. Mais la pandémie, moi, ça a fait que j'ai fait mon projet. J'ai plongé au fjord avec Pierre Lavoie. On a trouvé une falaise, puis tout ça. On a fait un super beau projet. Création visuelle, là, sur lequel il y a la voix de Vincent Vallière qui dit un super beau texte. C'est vraiment hot. Après, j'ai plongé aussi dans le lac glacé. On a fait un trou dans un lac. C'est un documentaire qu'on a fait, un court documentaire qui a remporté au Festival de montagne de Banff. Oui, tout ça pendant la pandémie. Le fjord, le lac glacé, le record canadien de hauteur, plongée en feu, la montgolfière. Tout ça, c'était la pandémie. Fait que moi, la pandémie, ça a été super propice à sortir la créativité. Parce que anticiper sur un autre aspect. Oui, j'avais plus la charge des compétitions puis d'être tout le temps prête pour la compé. Fait que c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis c'était plus... ça sortait encore des sentiers battus, donc ça me convenait aussi. Fait que c'est-tu là que tu as décidé de plonger dans Big Brother? Ah ben ça, c'est grâce à tout ce que j'ai fait, dans le fond. Tu sais, comme ces projets-là, particulièrement la montgolfière, je pense qu'il est sorti dans la bonne semaine au niveau de l'actualité, là, parce qu'à mon avis, il y a quelqu'un qui s'est désisté de Big Brother, puis là, ils ont entendu... Je pense que l'équipe savait déjà j'étais qui, puis j'étais peut-être dans leur mire, puis là, il y a eu la montgolfière. Puis là, j'ai eu l'appel pas longtemps après la montgolfière. Ça s'est passé comment? L'aventure au complet? Ben, l'aventure, quand ils t'ont appelé, oui. Ta réaction? Bien, premièrement, j'étais surpris parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même Big Brother célébrité. Moi, dans ma tête, j'étais pas une célébrité, mais par après, on a compris que, tu sais, c'est le fun, le concept, parce que je dirais que c'est plus Big Brother notoriété. Il y a des célébrités, mais il y a des gens... Notoriété fait du sens. Tu sais, qui sont des notoriétés dans leur domaine, mais qui sont pas célèbres, mais c'est quand même, ça donne la visibilité à différents profils. Puis là, vous n'aviez pas de COVID, vous autres, là, pendant Big Brother. Vous avez le droit d'avoir des rapprochements. Ça, c'était le fun. On a été chanceux. C'est ça. On était comme, pendant que toute la société était en attente, puis il y a eu beaucoup d'isolement, puis tu sais... Il y a eu beaucoup d'enjeux de santé mentaux aussi là, pendant la pandémie et tout. T'sais, nous, on était ensemble, on était une gang d'amis, puis on jouait. Là, Moi, j'ai adoré cette aventure-là. Puis ce qu'on voit quand on écoute l'émission, c'est pas ce qu'on vit. Parce que l'émission, c'est basé sur le jeu stratégique. Mais puis il y a du montage, là. Oui, puis tu sais, il faut qu'on soit des personnages aussi, puis pour que ça se tienne, puis qu'ils mettent en relief, puis en valeur certains aspects de chaque personnalité, puis tu sais, moi, j'étais pas la joueuse la plus stratégique, mais j'étais une joueuse super humaine qui se pétait un time avec le monde. Explique-moi ça, comment ça se passe. Moi, je connais pas ça. Fait que tu parles de stratégie, il y a des allégeances. C'est vraiment... L'affaire qui est le plus triste de ça, c'est que tout le monde finit par être rejeté. Tu
tu sais, comme même le gagnant, à part l'année de Jean-Thomas qui a gagné par vote unanime, là. Mais tu sais, c'est ça qui est triste. Parce que dans le jeu stratégique, c'est que tu commences un gros paquet de personnes, puis à chaque semaine, il y a une personne qui sort. Puis la personne qui sort, c'est par le vote des gens qui sont avec, tu sais. Mais il y a un patron qui va mettre en danger 2 personnes, puis ensuite, c'est le vote du reste de la maison qui va faire sortir. Fait que quand tu sors, tu vis du rejet. Mais c'est super triste parce que tu as tellement développé d'attachement, tu sais, comme tu as vécu pendant des semaines avec ces personnes-là, là, 24 heures sur 24. Tu sais, moi, ça m'a fait penser à des camps en vacances. On est comme ou à mes années de cirque, tu sais, la proximité, puis tout ça. Donc, la fin est triste parce que tu finis par vivre du rejet. T'as vécu ça comment? Je l'avais vu venir, fait que j'ai été protégée. Mais moi, quand je suis sortie, j'avais peur du vrai monde. Tu deviens... Tu sais, c'est un peu comme le syndrome, là... L'imposteur? Non, mais quelqu'un qui est prisonnier, là, tu sais, quelqu'un qui se fait enfermer. Oui, là. quand il est parti trop longtemps, quand il revient, là, t'as comme l'impression que t'es décalé face à... Oui, puis t'es comme dépendant de ton... C'est comme si on est un peu en prison, mais c'est une prison de luxe, là, on s'entend, mais t'es comme enfermé. T'as pas contact avec le monde extérieur, puis tout ça, ça peut être challengeant, mais à un moment donné, ça devient sécurisant. Puis t'es toujours regardé parce qu'il vous filme tout le temps. Oui, mais ça, on sent... Ben, tu sais, les caméras sont là, puis ils bougent. Quand ils bougent, tu t'en rends compte. Mais sinon, tu sais, moi, j'avais décidé que je vis ma vie. C'est une télé-réalité. Fait que je me suis dit, ils veulent voir la réalité. Fait que t'es conscient que t'es filmé quand t'es au confessionnal. Tu sais, là, tu fais tes témoignages directement pour la caméra. Il n'y a pas de caméra cachée? Il y en a des fois derrière les miroirs, tu sais, comme... Puis sinon, il y en a certaines qui bougent. Là, quand tu te lèves la nuit là, pour aller faire pipi, là, toutes les caméras te suivent parce qu'il y a un détecteur de mouvement dessus. Fait que ça, c'est drôle. Mais c'est ça, le fait d'être filmé, moi, ça me dérangeait pas. Parce que je me suis dit, hey, là, je suis pas pour vivre plusieurs semaines en me Tu le savais en Alain aussi? Oui, puis tu sais, à quelque part, tout le monde est filmé tout le temps, mais il passe 22 minutes par jour à la télé de ça, là, tu sais. Fait que... mais c'est ça, à la fin, tu as peur parce que ta nouvelle réalité, c'est ce monde-là. Fait que tu as peur de mourir. Quand tu te fais comme évincer, c'est ta mort comme joueur. Fait que tu as peur de la mort. Il y a ça, là, qui... Je comprends, là, je veux dire, je veux pas... c'est pas aussi important qu'une maladie ou quelque chose, mais tu dois quand même vivre un processus d'acceptation, de deuil, tu sais, comme... Puis cet univers-là, c'est fini, là, tu sais, même si on se revoit, ça sera jamais dans le même contexte. Puis c'est une expérience qui est tellement forte que moi, j'ai aimé ça. Tu sais, comme ça me sortait au bout de ma zone de confort, mais c'est pour ça que j'ai dit oui aussi, là. Puis les liens, tu sais, les liens d'amitié qu'on a tissés, ils vont être là à tout jamais. Ils ont là. perduré, là. Ah oui, on s'aime, là. On s'est dit des choses. Puis ce qui est fou, là, parlant du cerveau, là, t'as pas ton téléphone cellulaire, t'as pas de télé, c'est comme dans un autre univers. Fait que tu sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Tu sais pas du tout. C'est pour ça que c'est ton unique réalité, puis c'est pour ça que t'as peur de sortir, parce qu'à un moment donné, t'as l'impression que ton ancienne vie t'appartient plus quasiment, tu sais. Quand t'es sorti, y a-tu des choses qui t'ont frappé parce que c'est produit pendant que t'étais pas là et toi, tu l'apprends, mais là, pour la plupart des gens, c'est des vieilles histoires? Oui. Déjà, il faut qu'ils nous l'annoncent doucement puis qu'ils nous remettent en contexte doucement, mais la guerre avait débuté pendant qu'on était dans Big Brother. En Ukraine? Oui. Le prix de l'essence, justement, avait, tu sais, comme... C'était toute la guerre en Ukraine. Oui, ça a duré longtemps, là, dans le fond, là. Fait que le prix de l'essence, puis tout ça, fait que ça avait pas de bon t'avais sens. été inquiet avant de rentrer. Non, mais quand tu sors, là, puis qu'ils t'emmènent à l'hôtel, puis que tu vois le prix de l'essence, tu fais le saut. Tu fais, OK, c'est passé quelque chose. Tu sais, c'est un indice de l'actualité mondiale. Puis là, ils te donnent-tu un crash course? OK, là, c'est ça qui a eu lieu pendant que t'étais pas là. Oui, mais ça se fait doucement, parce qu'ils veulent qu'on réintègre doucement. Mais il y avait eu aussi la COVID. Moi, j'ai appris par après que mes enfants avaient eu la COVID pendant que j'étais en dedans. Ils te l'avaient dit pendant que tu y étais? Ils me l'avaient pas dit parce qu'ils n'étaient pas en danger. Ils ont eu la COVID, mais ça a bien été. Donc, mais quand même, tu as comme appris que, OK, là, toute la société... Ça t'a fait de quoi de savoir qu'ils l'ont eu puis qu'on te l'a pas dit? On nous avait dit avant que c'était vraiment juste les mesures d'urgence, là, des affaires, pas les mesures d'urgence, mais les situations vraiment urgentes, qu'on allait être mis au courant. À l'époque, me semble que c'est comme Ouais. assez important, tes Je pense enfants. qu'ils ont hésité, tu sais, comme, puis qu'à une manée, finalement, ça a passé, mais ils ont été en contact avec ma famille quand même. Nonobstant, ça t'a pas mis dans la colère, là, de pas le savoir. Non, parce que c'était correct. Mais OK. si ça avait été grave, ben là, c'est sûr que j'aurais préféré être au courant, tu sais. Mais c'est ça, moi, j'avais aussi des gens autour de moi qui étaient malades. Fait que ça, je savais que j'allais être avisée si jamais ça allait trop mal. Mais ça a bien été. Fait que... Y a-tu des choses qu'ils décident de pas montrer?
Oui. Ben, en fait, tout ce qui est vie privée, tu sais, en général, c'est vraiment plus de la stratégie qu'ils vont montrer. Mais tout ce qui est vie privée, c'est ça, on s'est fait des confidences. Moi, il m'est remonté des souvenirs que j'avais oubliés. Puis il y a des choses que je savais même pas que je me souvenais. C'est comme si le cerveau devenait avec plus d'ouverture parce qu'il était moins préoccupé par l'actualité puis une façon de fonctionner habituelle. Fait qu'on avait comme accès à d'autres choses. Y a-tu des choses que tu es contente qu'il n'ait pas montrées? Ben oui, parce que tu deviens vraiment proche, là. T'es dans les confidences au bout, là, tu sais. Fait que... Y a-tu des scoops? Ben, pas tant que ça. Après, il y en a qui étaient sortis un peu après mon... Ben, pas moi. Moi, j'étais pas impliquée dans des affaires de même, mais tu sais, il y a eu un petit peu de bisbille par rapport à des gens qui ont dit des choses, puis ça en a blessé d'autres. Fait que je fais vraiment attention, parce que moi, c'est tous des gens que j'aime, fait que je veux pas blesser personne. Fait que là, je sais que là-bas, il y avait de la stratégie, là. Mais là, on va aller faire de quoi que ça ne demande pas de stratégie, juste de performer, une petite compétition. Oh boy! Hey, Ouais. j'ai des talons, c'est-tu dangereux? Non, il n'y a pas de danger, tu vas être correct avec tes talons. Allez, viens, OK. T'es-tu prête? Je le sais pas. Là, t'as compris le principe, c'est 2 marteaux, on a 3 clous chacun. OK. Fait que tu vas te placer face à moi. OK. Marteau, c'est comment ça Oui, mais fonctionne. pour vrai, ça fait tellement longtemps que j'ai. On dirait que je combien de même. temps? Je le sais pas, débrouiller L'idée, avec là, ça. Lisanne, c'est simple. Ça, c'est la tête. Ouais, Ça, c'est le clou. c'est ça. Là, tu essaies de matcher. OK. Moi, mon objectif, ça va être de rentrer les 3. Bon, ben, Il y c'est aura pas un de bon histoire de vitesse. OK. Fait que je vais à coacher. C'est une drôle de compétition, hein. Oui, merci. Fait que Félix va me donner le signal. Là, OK. Non, allez, go, vas-y. Oh, oui, merci. OK, on recommence. Tabarouette, j'avais raison d'avoir comme objectif de... OK. C'est donc, Ouais, je pense c'est que pas- je m'en vais trop comme ça. Tiens, passe à l'autre, passe à l'autre, passe à l'autre. Tiens! Vas-y, lâche pas! Ouais! On n'est pas beau dans tout. C'est bien correct. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez les voir. Ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. Fait que j'ai prouvé que c'est correct de ne pas avoir de talent dans tout. Ben non, moi, je trouve que tu t'es bien débrouillé pour quelqu'un qui c'est pas sa job numéro 1. J'ai compris que tu as compris le principe, tu t'es bien débrouillé pareil. Un toast à ça. Merci. Hey, c'est malade, ça, comme verre. Attends un peu. Ah, il était menté. Non. Ah, shit, il est juste lourd. J'ai même une mouche avec. Essaye de pas l'avaler. Ah non, elle est allée dedans. Ah, Elle voulait se baigner comme regarde moi. bien ça. Ah, regardez-là. Je vais t'arranger ça, là. Hey, c'est On va aller de... bien malade. Tu devais avoir hâte que je prenne une gorgée. Ah, bon. Tu lèves ça comme de rien. Quand même, combien il pèse? 22 livres. Tabarouette.
Veux-tu d'autres choses? Non, merci. J'ai des boissons énergétiques, j'ai de la bière, j'ai de l'alcool. Ah non, il est encore tôt. Moi, je C'est fais que- jeûne intermittent, moi. Ah, OK, on va en parler justement de ça. Je vais te sortir une bouteille d'eau au cas que t'as soif. Puis on va te le remplir parce que c'est le règlement ici. On boit dans la tasse. Parfait. Merci beaucoup. Hein, t'as fait un saut, j'ai aimé ça. Il était menté. Hey, moi, je pensais qu'il était aimanté tellement j'arrivais pas à le lever. Ça aurait été pas pire aussi, mais non, il est juste très lourd. Fait que tu fais du jeûne intermittent? Oui, ça m'aide au niveau de... J'ai fait quelques commotions, là. Donc, surtout au niveau en cognitif? Oui, vraiment, je le sens. Qualité du sommeil aussi. Fait que oui, j'ai commencé ça. Niveau d'inflammation tout court, parce que moi, dans le fond, avec mon cou, j'ai une sensibilité, puis dès que je deviens inflammée, tu sais, ça va me pincher un petit peu plus, là, la blessure que j'ai. Donc, tu sais, je fais attention, je surveille tout ce qui peut réduire mon inflammation, puis le jeûne intermittent, ça aide parce qu'on a comme plus de temps de... Qu'est-ce qui t'a emmené vers ça? Questionnement, essai-erreur, puis... Pas de gestion de poids, là. Non, c'est vraiment... OK. C'est vraiment... Ça me convient, ça aide. Justement, ça aide mon cerveau aussi, puis... Parce que je n'avais entendu parler au niveau cognitif, mais la plupart des gens qui le font, c'est souvent relié à la gestion de poids. Ouais. Et ça marche vraiment. J'avais déjà essayé, moi, keto, là, dans le temps où j'essayais plein d'affaires pour la gestion du poids. Puis ça, j'aimais moins. Mais de toute façon, à mon avis, de faire quelque chose qui a l'air contraignant pour toi dans le but de gérer ton poids, c'est comme, on dirait que c'est trop de contraintes, là. Tu sais, moi, c'est vraiment la raison principale, c'est pour le cognitif, puis ça m'aide beaucoup. Fait que tant Fait que mieux si ça a de... Puis toi, tu t'es dirigé vers là parce que tu en as entendu parler, tu avais su que ça allait peut-être t'aider au niveau de ton inflammation, au niveau de tes douleurs et tes blessures. C'est vraiment ça? Exact. Puis c'est vraiment, principalement, c'est cognitif parce que par moment, étant donné que j'ai fait beaucoup de commotions, par moment, là, mettons, je sens que j'ai une fatigue cognitive plus rapide. Là. Tu sais, si je suis dans une période que je suis très sollicitée, là, tu sais, par moment, j'ai plus de difficultés de concentration. Fait que là, je cherchais tout ce qui pourrait m'aider. Puis vraiment, ça m'aide. Puis finalement, je trouve qu'il y a plusieurs autres avantages aussi. Donc, C'est quoi tes gains que tu sens, là, puis que tu vois que ça fait vraiment une différence? Ben là, au niveau de la digestion, je me suis beaucoup habituée. Fait que déjà là, c'est plus que c'est mon quotidien. Puis si je le fais pas, je vois les inconvénients. Mais au niveau de mon quotidien, là, je suis vraiment plus efficace dans mes périodes de travail de bureau. Là, tu sais, si je me réveille tôt le matin puis que je prends un café quand même, là, mais tu sais, je prends mon café puis je me mets à travailler, là, je vais avoir de la suite dans les idées, ça va Mets-tu bien du beurre dans ton s'organiser. café? Non, ça, c'est keto. Mais Oui, j'avais c'est vrai, déjà c'est essayé. elles autres, c'est keto, hein. Oui, mais j'avais déjà essayé, mais j'avais pas aimé ça. Puis, toi, là, tes paramètres, c'est quoi? Tu fais-tu du 8-16? Je fais à peu près 8-16, mais tu sais, si... Tu commences à manger à quelle heure? Ça dépend à quelle heure j'ai fini de manger, mais ça dépend de mon horaire aussi. Tu sais, comme, mettons, aujourd'hui, je vais terminer de plonger. J'ai terminé de manger à 7 heures hier. Je vais terminer de plonger à 2 heures aujourd'hui. Fait que je vais manger après. Tu sais, fait que ça va être bien plus que 8-16. Mais le week-end, ça va être 8-16. Puis des fois même... Fait que là, tu vas garder 16 heures, peu importe, entre les deux. L'heure que tu as terminé, tu vas t'adapter en fonction de ça? Oui, mais je le compte même pas. C'est plutôt, je m'assure d'arrêter de manger avant 8 heures, puis je remange quand ça m'adonne dans ma journée, finalement. Tu sais, je vais pas arrêter mon entraînement de plongeon pour aller manger, mettons, mais après. Fait que tu manges pas quand t'as faim. Toi, tu manges Ben, quand... ma faim s'est adaptée, en fait, aussi, par exemple, parce que je suis habituée. Puis, ouais, puis tu sais, ça dépend, là. Je le mets pas trop contraignant. Si je t'ai invité à quelque part, je t'ai invité à un déjeuner, je vais y aller, là. Tu sais, comme, c'est juste quand ça donne bien, c'est ça mon mode de vie. Mais tu sais, Combien de repas? 2. 2? Ouais. Excuse, je suis bien curieux, là, de comprendre le principe, là, parce que moi, ça marche pas, là. Si je mange pas, à un moment donné, là, j'ai une baisse incroyable, là. Mais moi, j'ai plus froid, en fait. Tu sais, comme ce qui me fait me dire, OK, là, il commence à être... Des fois, comme j'y ai même pas pensé, puis je fais, OK, il est vraiment temps que je mange, c'est que finalement, là, quand je commence à pas avoir l'énergie de me J'ai tenir au chaud... constaté que tu avais froid, tu as gardé ton manteau. Pourtant, on Là, est c'est super froid. bien, là, mais là, je comprends. Ton thermostat interne là, est un peu, là, il malfonction. Fait que ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Oui, c'est ça. On dirait que c'est rendu un mode de vie. Je ne sais même pas. Probablement 3 ans, peut-être, là. Mais tu sais, ça s'est imbriqué tout doucement. Je l'ai essayé. Après, j'ai essayé d'autres choses. Après... As-tu été coaché?
En fait, j'ai été conseillée parce que moi, j'ai une nutritionniste, puis je l'ai avisé que je faisais ça. Puis au début, ça dépend, là, ça dépend vraiment aussi de c'est quoi mes horaires, comment je gère tout le reste de mes entraînements, puis tout ça. Là. Au début, elle était moins ouverte à ça. Mais ensuite, quand j'ai vraiment pris l'habitude, j'étais dans une période où j'avais moins d'entraînement, puis j'arrivais à tout concilier ça. Puis finalement, là, c'est comme mon rythme de vie fait que ça convient. Là. Penses-tu que c'est important de se faire conseiller? Oui. Bien, pour n'importe quel changement alimentaire. Puis tout court, en fait, c'est bon là, d'avoir des connaissances de pro là, dans n'importe quel domaine. On parle de santé. Là, justement, moi, Alexia, peu importe ce que je vais décider, elle ne va pas nécessairement me mettre de limitation, mais elle va s'assurer que je fais de la bonne façon. Puis, mettons, en tant qu'athlète, la part des protéines, bien, tout court, en tant qu'être humain, c'est super important qu'on ait assez de protéines. Comme... Donc, de s'assurer que même si on essaye des nouvelles choses, on manque de rien. Là. Fait que là, tu calcules-tu ton nombre de calories du tout? Non, mais ça, je l'ai déjà fait. Tu sais, dans le passé, là, dans mes années de... Mettons, dès que je suis devenue ado, moi, je plongeais déjà là, dans la préadolescence. Là, j'étais en sport-études, puis tout ça. Puis c'est un sport où le corps est évalué. Tu sais, je veux dire, le corps est juste en maillot de bain, puis on évalue tous les mouvements et tout ça. Donc, tu sais, j'étais devenue complexée par mes changements corporels, puis tout ça. Puis ensuite, je suis partie dans l'univers du cirque. Puis ça, c'est un milieu où il y a beaucoup de troubles alimentaires. Il y a beaucoup de troubles alimentaires? Oui, vraiment. Surtout l'anorexie? Oui, exact. Parce que, encore là, c'est le corps qui est évalué, puis c'est des gens qui sont en quête de perfection, puis, C'est une pression qui t'est imposée ou c'est toi qui te l'imposes? Le pire, c'est tout le temps la pression qu'on s'impose nous-mêmes. Mais tu sais, au cirque, on est quand même évalué. On a des bulletins. On a des bulletins, genre, je pense que c'est à chaque trimestre, à propos de plein de points. Mais notre condition physique est évaluée. Puis, mettons, moi, j'avais déjà pris du poids là, entre 2 villes. On avait comme une pause de 10 jours. Puis, j'avais pris du poids. Puis, je me l'étais fait dire, là. Tu sais, donc, ça te met un stress quand même, là, de savoir que, OK, t'es watché là, à plein de niveaux. On s'entend, ils te mettent pas sur une balance, c'est parce qu'ils te regardent. Là. Ah, mais on est pesé aussi. Aussi? Oui. Puis il y a vraiment des phases. Puis il y a quand même... Je pense que ça se fait plus, là, parce que là, moi, je te parle d'il y a quand même certaines années. C'est un peu capoté, tu trouves pas? Oui. Mais c'est ça, mais c'est dans le fond, c'est que c'est la quête de l'excellence. Mais pour vrai, à mon avis, ça s'est adapté parce que là, il s'est passé beaucoup de choses aussi. Puis il y a même des fédérations sportives qui ont dénoncé des comportements comme ça. Alors, Parce que c'est un peu intrusif à un moment donné, tu sais, que tu prennes, mettons, 7-8 livres. Je comprends que sur 7-8 livres, sur toi, ça paraît, mais est-ce que ça va nuire à ta capacité de performer? Mais le souhait, c'est que ça ne nuise pas à la performance. Puis le souhait, c'est aussi de réduire les chances de blessure. Tu sais, mettons, un acrobate, pour vrai, qui fait beaucoup de sauts et d'acrobatie au sol, là, il y a beaucoup d'impact dans l'arrivée, sur toutes les articulations, puis tout ça. Puis si tu as pris congé, puis là, tu recommences, tu t'es pas entraîné du tout, puis en plus, tu as pris du poids, tu es plus à risque pour vrai de te blesser. Puis quand tu te blesses au cirque, ça coûte à la machine parce qu'ils te prennent en charge, ils prennent soin de toi. Tu sais, fait que je pense que c'est comme un... c'est jamais mal intentionné, mais c'est s'assurer de maintenir une productivité aussi. Mais en même temps, si je regarde la manière dont tu me le présentes, si à prime abord, tu as des troubles de question de poids, puis là, qu'il y a beaucoup d'anorexie, mettons. Donc, tu performes à un poids qui n'est pas le tien, qui n'est pas nécessairement un poids santé à prime abord. Oui, il te permet de bien performer, mais le fait de prendre du poids t'amène peut-être à avoir un poids santé. Est-ce qu'il va avoir vraiment un impact négatif sur, tes performances et ta santé? C'est la question que je me pose. Oui, mais je dirais que ça dépend des disciplines parce qu'il y a beaucoup de portées acrobatiques en cirque aussi. Tu sais, il y a des petites voltigeuses là, qui pèsent 70 livres, là, mais c'est la raison pour laquelle les gars ils arrivent à les lancer 7 mètres dans les airs puis qu'ils peuvent faire 5 pirouettes. Là, finalement, c'est pour vous empêcher d'être trop lourd pour que les gars puissent vous lancer. Bien, c'est pour optimiser les performances. Mais pour vrai, il faudrait vraiment que je m'informe de comment ça se passe actuellement, parce que ça fait quand même quelques années que j'ai quitté ce milieu-là, puis j'ai l'impression qu'ils ont dû s'adapter. Parce qu'à l'époque où ça se faisait, ça nous semblait pas... On n'avait pas la même réflexion par rapport à ça. C'est une autre époque, là. Oui, même si ça fait pas si longtemps que ça nous semblait pas normal qu'ils le fassent. Sauf que pour un cas qui est déjà sensible comme moi, ça l'a amplifié J'ai eu de la misère là, à gérer tout ça. Là. Justement, c'est de la pression de performance, puis c'est de la pression de l'œil extérieur. Et puis c'est la santé mentale, parce que là, on n'est pas heureux dans le physique, c'est surtout mental ce qui se produit. Oui, puis là, plus j'essayais de perdre de poids, après, j'avais des périodes où je surmangeais. Tu sais, je me privais, fait qu'après, mon corps était en besoin. Tu faisais de la boulimie? Ben oui, c'était tout un cycle. Tu sais, puis dans mon cas, ça n'a jamais été comme
je me suis jamais retrouvée à l'hôpital ni rien, là, mais il y a des filles que ça va aller vraiment loin. Là. Des filles ou des gars, là, mais je veux dire, il y a des personnes qui vont vivre des enjeux de même que ça va vraiment jouer sur leur santé. Ça affectait-tu ta vie familiale? Oui, il y a toute une période où je mangeais jamais la même affaire ou au même moment. Oui, mais tu sais, maintenant, mettons, mon jeûne intermittent, il nuit pas à ma vie familiale. Parce que si on a un brunch familial ou quelque chose, je vais être partante quand même. Tu sais, c'est de savoir gérer là, cet équilibre-là. Mais, ça affectait comme mon bonheur en général. Tu sais, comme à un moment donné dans ma vie, je trouvais que c'était trop difficile d'être moi, tu sais, étant donné tout ce que je m'imposais. Fait que, puis quand je suis arrivée au plongeon de haut vol, ma plus grande difficulté, ma plus grande crainte avant les compés, c'était de m'en aller être en maillot de bain devant autant de téléspectateurs, puis tout ça, là, tu sais, comme la gestion de l'image, ça me stressait. Des fois, je dormais pas la nuit là, parce que j'étais mal. Puis dès que je pouvais, je mettais un wetsuit au lieu d'un maillot de bain, puis j'étais vraiment pas bien avec ça. Puis comme dernièrement, je sais pas, ça doit être l'âge. Là, à un moment donné, j'ai décidé que j'étais en paix avec moi-même. T'étais pas bien avec ton corps? Ah, j'étais pas bien pantoute avec mon corps parce que j'y accordais trop d'importance. Tu sais, ma vision a changé aussi dans le sens de mon corps. C'est un outil exceptionnel, là. Ça n'a pas d'allure, tout ce que je suis capable de faire grâce à mon corps. Fait que je travaille beaucoup plus en allié avec mon corps. Ah, mais là, tu dis, t'étais pas bien avec ton corps selon les critères de la société ou selon les tiens? Selon les miens, puis c'est l'évaluation qu'on a, l'œil qu'on a, il est plus critique envers nous-mêmes. Oui, mais ton œil est critique en fonction de critères qui t'étaient imposés de par ton employeur, de par ton entraînement avant ça quand tu étais aux études, de la manière que je le vois de l'extérieur. Tu étais critique envers toi-même, mais c'était surtout stimulé par de la pression externe, non? Mais je pense que c'était stimulé par une sensibilité de qu'est-ce qui serait le mieux. Tu sais, comme on dirait que j'ai tout le temps voulu exceller dans tout. Fait que là, mon corps, je ne donnais pas une note de 10 sur 10. Fait que là, j'avais vraiment de la misère à accepter ça. Tu sais, comme... Mais en même temps, tu sais, l'employeur, je me l'ai fait dire, mais ça avait quand même été d'une bonne façon. Puis c'était justifiable aussi. Un autre des éléments, c'est les costumes qui valent vraiment cher. Ils sont pas pour tout le temps agrandir, rapetisser le costume, puis tout ça. Tu sais, fait qu'il y a ça. Mais mettons, dans mes premières années Red Bull Cliff Diving, j'étais très complexée, mais c'était pas... Tu sais, il y a personne à Red Bull Cliff Diving qui me disait « Ah ouais, t'as pris du poids » ou, tu sais, comme eux, ils mettent pas de pression, puis... Mais là, c'est toi qui t'en mettais parce qu'on te regardait. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui te regardent. Puis il y a du slow-mo, puis tout, là. Fait que, tu sais, comme... OK, fait que là, tu... Il y a des moments où je n'étais pas à l'aise de me dire, OK, il y a tellement de monde. Tu sais, tu vas vraiment loin parce que je suis pas sûr que pendant le slow-mo, le monde commence à regarder comment ton costume de bain est ajusté. Ouais, mais je ne sais pas. C'est ça. Une espèce de quête de l'excellence, ça s'en va dans toutes les... Parce que quand je te regarde plonger, je regarde le plongeon. Là. Je suis pas en train d'analyser ton corps. Mais je peux le comprendre. Surtout pour une fille, c'est peut-être plus dur. C'est ça. Mais tu sais, finalement, j'ai l'impression que les filles, on en a parlé plus publiquement, mais... Tu sais, j'ai parlé avec des gens, des athlètes en plongeon, même sur l'équipe nationale et tout. Il y en a qui ont témoigné à propos de ça, là aussi. Là. Fait que, peut-être surtout pour une fille pendant plusieurs années, mais maintenant, il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont des enjeux d'image corporelle. Sûrement, t'es juste en costume de bain. C'est comme qui ont encore moins de tissu que nous autres. Oui, puis pour cacher des imperfections. Là, puis Dieu sait qu'il y en a qui en ont. Là. Mais à 43 ans, t'as eu 3 enfants. T'es-tu plus à l'aise avec ton corps maintenant? Beaucoup. Beaucoup. Je suis comme plus à... Tu sais, à un moment donné, je veux dire, la vie, on ne sait pas combien de temps qu'on a encore. Là. C'est comme, faut arrêter de s'en faire. Comme moi, depuis que je ne m'oblige plus à mettre... Je mettais tout le temps des shorts cuissards par-dessus mon maillot. Puis là, ça attirait encore plus... Attention. Ben oui, pourquoi Lisanne, elle veut tout le temps se cacher? Tu sais, fait que là, à un moment donné, tu sais, depuis que maintenant, j'ai tout le temps juste en maillot de bain quand je m'en vais plonger, c'est le meilleur outil, c'est plus facile. Plus tu ajoutes des affaires, plus tu vas avoir des contraintes de OK, il n'est pas bien placé, ça te déconcentre. Ou, tu sais, en même temps, tu me disais quand tu étais au cirque, tantôt, tu te changes, puis il y a du monde, tu es en bobette. Tu rentres dans le feu de l'action, tu oublies à un moment donné? Ben moi, j'étais mal à l'aise avec les quick change parce qu'il y avait du monde qui passait. Mais à un moment donné, ben là, c'est toujours les mêmes personnes qui passent. Fait que t'es correct.
tu sais. Puis t'es vraiment pressé, il faut que tu sois efficace de te changer. Mais c'était quand même c'était confrontant pour moi, cet univers-là. Puis il y a les opposés, tu sais. Il y a justement des personnes qui sont plus sensibles puis qui ont moins d'acceptation d'eux-mêmes. Puis il y a du monde qui travaille très fort puis qui sont fiers de leurs résultats physiques puis qui s'aiment beaucoup, tu sais. Oui, il y a l'inverse aussi. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est confrontant aussi, tu sais. Puis moi, une des affaires qui me faisait vraiment de la peine, c'est que je me définis vraiment, dans les années où j'avais plus de misère avec mon image corporelle liée au plongeon, c'est que je me définis vraiment comme étant une athlète de haut niveau. Puis j'ai continué d'être active, même quand je faisais plus de compétition, puis tout ça. Puis des fois, quand je rencontrais les gens, puis que tout le monde était sûr que j'étais retraitée, bien là, je m'imaginais que c'était parce que j'étais plus en shape. Ou, tu sais, comme je me disais, je veux que mon corps ait l'air de qui je suis. Je suis une athlète. Fait que je mettais la pression que l'image soit la même chose que... Mais aujourd'hui, on a compris, il y a vraiment beaucoup de mouvements là-dessus, que, je veux dire, un corps d'un athlète peut être comme n'importe qui. L'athlète est l'athlète étant donné ce qu'il fait, tu sais, pas juste ce qu'il a l'air. Exactement, parce qu'il y en a qui ont des athlètes puis qui le sont pas. C'est ça. Il faut comprendre que c'est pas juste ton corps de ce qu'il y a de l'air qui te définit. Ton conjoint, est-ce que ça aidait dans le processus d'acceptation de mieux vivre avec ton corps? Oui, quand même. J'ai tout le temps été chanceuse. Tu sais, comme dans mes années au cirque, j'étais pas avec le même chum, j'étais avec le père de mes enfants. Puis, tu sais, lui, ben en fait, ça, je pense que ça m'a peut-être nu. Lui, il aimait mieux quand je prenais un peu de poids. Fait que dans le fond, dans les périodes de pause, puis tout ça, lui, il t'aidait à prendre du poids, là. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que lui, il m'appréciait tout le temps, tu sais, puis mon chum actuel aussi. Tu sais, je suis chanceuse, là, j'ai jamais eu de pression. J'ai tout le temps eu l'impression que mon chum, comme François, c'est sûr qu'il trouve que je suis la plus belle au monde, Parce que ça, c'est important aussi dans le processus mental. Tu parles de pression externe, là. Tes relations proches vont avoir un impact aussi sur ta perception de toi-même, là. Oui, puis une des raisons aussi pour laquelle je suis vraiment contente d'avoir guéri ça, c'est que je suis l'exemple pour ma fille. Je veux pas voir ma fille grandir puis commencer à être complexée. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention à comment j'aborde ce sujet-là par rapport à mon image corporelle, parce qu'elle apprend en m'observant aussi, là, tu sais. Donc, super important là, que moi, je m'apprécie parce que je veux qu'elle s'apprécie. Ben, c'est le fun, ça lui donne un exemple à suivre, un modèle. Oui, vraiment. Ça, c'est important. On a besoin de modèles en 2025. Oui. Le rêve olympique, c'est-tu quelque chose que tu penses qui est encore dans ta fenêtre? Je pense que ça n'arrivera pas. Vous, y avez-vous déjà pensé dans votre sport? Nous, le sport en tant que tel, ce qui fait qu'il est populaire, c'est le fait qu'on fait des choses qui sont hors standard. Oui. Tu sais, tu tires des avions, tu tires des camions, tu tournes des voitures à l'envers. Pour avoir un sport olympique, il faut que tu standardises. Oui. Et là, à ce moment-là, je pense que ça devient beaucoup moins attrayant de voir les gens soulever les mêmes objets, que là, ils n'ont plus la personnification de l'immensité de faire quelque chose qui est irréel. Puis je pense que c'est ce qui fait que nous autres, le sport, amenait à être populaire. C'est que dans la tête, parce que moi, c'est ce qui m'a attiré quand j'étais un enfant, c'est de voir quelqu'un qui soulève quelque chose que je pouvais voir seulement dans des bandes dessinées. Ouais. C'était possible. Tu sais, l'haltérophilie, c'est un peu ça, parce que je trouve que l'haltérophilie, c'est le sport ultime, même si je n'ai pas pratiqué ça. Ce qu'il arrive à faire au niveau technique et force, c'est surhumain, puis c'est incroyable. Mais c'est pas le sport le plus populaire. Les hommes forts, c'est beaucoup plus populaire à cause, justement, le côté sensationnalisme que ça amène. Ouais. Fait que aucune chance que ça se ramasse aux Olympiques. OK. Mais je veux reparler, je vais répondre parce qu'il y a des points communs, mais je veux reparler de ton enfance, ça m'intrigue. Mais, tu sais, c'est ça, nous, en fait, c'est un peu la même affaire. Pendant longtemps, on a rêvé que ça devienne un sport olympique. C'est devenu que ça fait partie des World Aquatics. Okay, ça pourrait faire partie des X-Games. Mais c'est ça serait plus un sport de X-Games qu'un sport olympique. Mais là, c'est une question de partenaire parce que X-Games sont beaucoup avec une autre boisson énergétique. Oui, mais là, on tombe dans une affaire qui est externe à la nature même du sport. Si le breakdance aux Olympiques, pourquoi que votre sport ne l'est pas? Bien, en fait, une des raisons, c'est que c'est pas encore... Ben, déjà, il faut le formater puis le mettre plus pareil standardisé. Pour tout le monde, exact. Puis ça se passe dans les compétitions World Aquatics. Mais la façon que Red Bull fait les compétitions, c'est quand même aussi exceptionnel. Parfois, on doit dégager pour aller vers l'avant pour pas percuter la roche. Comme tu me racontais tantôt, nous, on a certains endroits que c'est ça. Parfois, tu sais, comme c'est toujours variable parce que c'est dans la nature. Fait que vous faites affaire au même défi
que je vis dans mon sport. Que c'est plus intéressant de cette façon-là que quand c'est comme pareil pour tout le monde. Mais en même temps, une autre des raisons pour laquelle c'est pas encore aux Olympiques, c'est qu'il n'y a pas encore assez de pays qui le pratiquent, puis il n'y a pas encore assez d'athlètes parce que c'est pas encore assez accessible. Tu sais, il y a ça aussi, là, il n'y en a pas beaucoup des endroits pour apprendre le plongeon de haut vol. Parce qu'en quelque sorte, votre sport, il est motorisé par le commanditaire qui est Red Bull. Oui. Donc, c'est Red Bull qui détermine qu'est-ce qui est votre sport. Oui, mais ils l'ont partagé parce que c'est Red Bull qui l'a développé. Puis ensuite, les gens de Red Bull se sont impliqués avec World Aquatics, qui était FINA à l'époque, pour que ça devienne un sport de la FINA. Donc, eux aussi ont ce souhait de porter ce sport-là peut-être vers une version olympique. Mais là, ça a tellement pas bougé, puis ça fait tellement d'années qu'on en entend parler que moi, j'y crois un petit peu moins qu'avant. Ça va finir par arriver, mais c'est vraiment un long processus. Avez-vous une fédération? En fait, il y a des fédérations internationales. Il y a une fédération internationale de plongeon de haut vol, puis c'est quand même avec les fédérations nationales. Comme le volet plongeon de haut vol au Canada, il est pris en charge par Plongeon Canada. Donc, il fait partie de la même famille. Exact. Donc, un jour, c'est juste plate parce que me semble que c'est le genre de rêve que je t'aurais vu participer et qui aurait été une suite logique. Là. Au début, moi, c'était vraiment ça qui m'a poussé à tout développer pour ce sport-là. Même, tu sais, comme j'y croyais tellement, tu sais, que c'était un de mes rêves. Mais éventuellement, j'ai comme réalisé que, OK, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire par rapport à ça. Donc, je peux pas m'accrocher à ce rêve-là qui dépend plus de moi. Il faut que j'aie des nouveaux rêves puis des nouvelles ambitions. Fait que là, je continue. Puis si ça arrive, ça arrive. Mais sinon, j'ai la fierté que je le sais que j'ai contribué de toute façon quand ça va finir par arriver. T'sais. Au même titre que maintenant, vous avez une plateforme à 20 mètres. C'est ça. Que t'as aidé à mettre en place. Vraiment, là, la plateforme porte mon nom. Tu sais, le Parc olympique, ils l'ont appelé. Hey, c'est incroyable. Tu as ton nom sur une plateforme dans le Parc olympique. Puis que tout le monde vient là, de partout dans le monde. Là, on est vraiment comme... on est rendu la capitale internationale du plongeon de haut vol, beaucoup grâce à ces installations-là. Et beaucoup grâce à toi. Oui, puis au travail d'équipe. Tu sais, mon coach, là, Stéphane Lapointe, il m'a vraiment encouragé dans ces démarches-là. Le Parc olympique ont été des super bons alliés aussi. Donc, mais clairement, oui, c'est formidable là, d'avoir que la ville ait cette renommée-là là, dans mon sport. T'arrives-tu à vivre de ton sport? Non, puis on n'est pas encore rendu là. Tu sais, ça a beau être un sport professionnel, c'est pas comme jouer au tennis. Là. On s'entend que moi, j'ai été numéro 1, numéro 2 mondial, mais c'est pas du tout les mêmes... Même c'est Red Bull qui a beaucoup de sous? Ouais, non. Non, mais en fait, graduellement, ça va tendre vers là, mais il n'y a pas encore autant de sous que dans beaucoup de sports. Puis dans mes années de compétition à l'époque, c'est une autre des raisons pour laquelle je reviens, c'est que les femmes, on n'était pas encore à égalité. On n'avait pas le même nombre de compétitions, on n'avait pas le même salaire par compétition. C'est du prize money, fait que c'est au rendu, mais on était à la moitié là, des prix en argent chez les hommes. Puis on n'avait pas le même nombre d'athlètes par compétition. On n'était pas comme égalitaire. Puis ils ont travaillé avec nous. Là. Puis moi, je fais partie des femmes qui se sont battues pour qu'on ait cette égalité-là, qu'on a obtenue pour l'an 2000. Puis il y a eu la pandémie. Fait que finalement, moi, j'ai jamais compétitionné dans la situation égalitaire homme-femme là, dans mon sport. Fait que maintenant, les bourses sont les mêmes pour les femmes et les hommes? Oui. Puis il y a autant d'athlètes. Puis à chaque compétition, il y a des épreuves féminines et masculines. Puis c'est ça, autant d'athlètes. Donc ça, c'est vraiment... Ça ressemble à quoi, les bourses? Écoute, premièrement, je ne connais pas les montants exacts actuels, mais deuxièmement, on n'a pas le droit de le dire. Mais je dirais que même, OK, dans mes années de compétition, j'avais tellement de dépenses impliquées par le passé que ça couvrait, si j'avais une bonne saison, ça couvrait mes dépenses. Mais on s'entend, dépenses, c'est pas le voyage, parce que notre voyage est payé, l'avion, l'hôtel et tout, mais tu t'entraînes à temps plein à longueur d'année. Tu as des professionnels de la santé impliqués, tu as des vêtements d'entraînement, tu as beaucoup de dépenses pour être un athlète. Tu n'as jamais arrivé à faire de sous avec ton sport? Non, c'est ça. Puis même mes projets spéciaux, parfois, ils sont commandités, mais c'est quand même... Il y a beaucoup de dépenses associées. Tu as été championne du monde. Oui. Mais je gagne ma vie grâce à mon sport quand même. Oui, mais c'est pas ton sport. Le joueur de hockey gagne sa vie avec son sport, puis il fait de l'argent à l'extérieur de son sport. Exact. Puis moi, j'étais à la même place que toi. J'ai remporté le championnat du monde. J'ai gagné 50 000. Une année de compétition me coûtait 85 000. Exact. Fait que j'étais déjà déficitaire. Oui, en étant champion. C'est fou, hein? Mais comme toi, le fait d'avoir été champion m'a amené à pouvoir monétiser ça et de gagner ma vie. Mais c'est aussi parce que tu as plein d'autres talents puis que t'es... Ouais, t'es pas juste fort. Non, c'est ça. Puis que t'es prêt à continuer d'apprendre, puis que t'es débrouillard, puis que t'as un charisme. Tu sais, comme la carrière que t'as,
elle n'est pas juste basée sur ton talent dans ton sport, mais ça t'a donné une propulsion pour Oui, puis le fait d'être un athlète, ouais. tu sais c'est quoi? Ça te donne cette discipline, ça te donne cette résilience que tu es capable de le transposer dans d'autres sphères de ta vie. Oui, éthique de travail aussi. Tu sais, comme mettons Alexandre Despatie, c'est un bon exemple, là, qui est un ami à moi. Là, tu sais, il était un plongeur excellent, mais tout ce qu'il va entreprendre, tu sais, il a été morning man en anglais, c'était même pas sa langue Incroyable, principale. Tu sais, comme donc, mais toi, tu es vraiment un beau modèle de merci. ça aussi, là, vraiment, là, tu sais, comme toutes les choses que tu continues de faire. Dans le fond, ça t'a donné ton tremplin, mais là, tu continues de développer. Moi, ce que ça a fait, ça m'a donné un saut où ce que, quand je l'ai réussi, je me suis dit, je peux réussir n'importe quoi si j'ai été capable de faire ça. Oui. Oui, puis dans l'œil des gens aussi, de partir d'avoir accompli des choses tellement grandes que je pense que certaines personnes, puis là, tu continues de mériter la confiance à chaque chose que tu fais, tu sais, mais il y a des gens qui ont dit, OK, on va croire en lui, puis là, ça a donné les bons alliés, j'imagine. Oui, puis tu sais, ça te donne plus de force aussi. Quand tu accomplis un sport tout seul, parce que c'est ça que tu as fait aussi, puis que tu réussis, à un moment donné, ça finit que tu es tout seul à croire au début, puis éventuellement, il y en a d'autres qui se greffent, puis qui embarquent dans le bandwagon, puis qu'elles autres aussi se mettent à croire. Et là, tu n'es plus tout seul. Tu sais, quand tu as été tout seul longtemps, le fait maintenant de sentir que tu as de l'appui, puis qu'il y a des gens qui croient dans toi, ça change la donne, puis ça te donne ça. Ça te donne un boost, puis ça te donne la force mentale de continuer à travailler, puis à pousser, puis de réaliser que finalement, que les limites qu'on a, c'est seulement que celles qu'on s'impose. Oui, vraiment. Si tu avais un dernier saut à faire, c'est quoi? Oh boy, si c'était le dernier, il faudrait que ce soit un record. Parce que moi, je tripe ces records. Tu sais, comme il y a quelque chose de vouloir marquer l'histoire, tu sais. Fait que ça va être quoi? Ton dernier saut, ça va être quoi? Eh boy! Là, c'est un scoop, là. Là, je veux savoir, mais c'est ça va drôle être quoi? parce que je suis pas dans cette phase-là en ce moment. Parce que, en fait, les deux projets que j'avais vraiment en tête très longtemps, c'était montgolfière puis hélicoptère. Mais t'es déjà fait. C'est ça. Et là, tu vas faire quoi? Ben, je sais pas, parce que là, mon plus gros projet actuel, c'est le retour aux compétitions. Donc. Mais tu dois avoir un rêve. C'est sûr qu'il y a quelque chose à quelque part dans ta tête qui te chicote, puis tu dis, j'aimerais ça, essayer ça. Je suis convaincu. Bien, il y a quelque chose par rapport aux beautés du paysage. Là. Tu sais, comme moi, c'était dans mes missions que je m'étais donné aussi de faire découvrir le Québec. Parce que j'ai fait le tour du monde, j'ai plongé des plus beaux endroits au monde, puis je suis tellement chanceuse, mais on a plein de magnifiques puis de majestueux au Québec aussi. Donc, ça serait plus qu'un saut. J'aimerais ça vraiment refaire une tournée du Québec, que ce soit très poétique, que ce soit créer du contenu visuel. Là. Y a-tu un endroit que tu aimerais sauter qui pourrait faire en sorte que tu retrouverais tout ça? Là? Bien, dans ma tête, là, j'ai aussi un mât de voilier à quelque part près des glaciers. Là. J'ai cette image-là qui me trotte en tête depuis plusieurs années. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire puis où exactement, mais j'ai vraiment ça en tête. Sauter de la banquise? Oui, ça serait bien aussi. Ça serait bien. Tu pensais l'image que ce serait? Oui. Ah oui, c'est ça. C'est dans les plans. Il y a ça. Puis il y a des endroits dans le monde aussi qui ne sont pas au Québec, mais qui sont vraiment intrigants, là, comme il y a des sources d'eau rouge là, qui sortent. Là. Ça, j'aimerais ça faire un plongeon là-dedans, me semble. Tu sais, juste comme... Et c'est son dernier saut, parce qu'on la verra plus. a disparu. Mais je ne sais pas, tu sais, comme montrer des lieux qu'on pense qu'on n'a même pas sur notre planète, là, tu sais, par la beauté. Parce que je trouve que c'est une opportunité de partager de la beauté. Puis je vois ça comme danser dans les airs, ce que je fais, puis avec les équipes visuelles et tout, il y a vraiment beaucoup de poésie dans les images qu'on peut Les chutes créer. Niagara? J'ai pensé les chutes Niagara aussi. L'hélico avait failli se passer là à un moment. Hey, ça serait écœurant. Oui, vraiment. As-tu pensé l'image de toi qui saute, puis en arrière-plan, t'as les chutes Niagara? Oui, puis j'ai le château Frontenac aussi dans ma ligne de mire. J'aimerais ça être sur une carte postale dans le Vieux-Québec. Qu'il y ait une carte postale de moi qui plonge, là, peut-être C'est le fun, hein? Tu continues de rêver, puis c'est beau. On va être là pour te regarder. Merci. Hey, merci beaucoup, Lisanne. Merci à toi. Hey, c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Là, c'est vrai que ça fait rêver. Là. Les chutes, les Victoria Falls, au Zambie. Tu fais comme des endroits de même. Là. Mais il y a un temps, dans mon téléphone, j'ai toute une liste d'endroits. Là, mais il y a un temps où j'étais concentrée juste là-dessus, mais ces temps-ci, mon focus est tellement sur perfectionner mes plongeons. Imagine que tu identifies des chutes ou des endroits historiques, les 7 merveilles du monde, puis que tu refais, puis que tu fais tes sauts-là. Oui. J'ai déjà fait un pitch d'un show télé. Pyramide? Là-dessus. Tu fais une pyramide, ça serait écœurant. Mais ça, oui. C'est Lisanne qui fait le tour du monde, qui est dans le milieu du désert. Vraiment.
Attends, ben, Un ouais. jour. Prends ton téléphone, puis sors la liste des endroits, des 7 merveilles du monde. Je serais curieux. Tu l'as écrit, ta liste, hein? Oui, j'en ai. Ah, ben, il faut savoir c'est quoi ta liste. Ouais, moi, j'ai hâte, là. Je veux que tu viennes t'asseoir avec moi puis que tu me donnes la liste. De l'autre côté, retourne à ta place. Retourne à ta place. Là, tu vas partager avec moi puis tout le monde. Assis-toi, assis-toi. Là, je te mets de la pression, là. Parce que ça dépend des projets. Il y en a un qui est pour projet actuel, puis lui, il faut que je le garde encore top secret. Attends. Ah, faut qu'elle garde top J'en secret. ai des top secrets, mais j'ai d'autres listes. Ils sont toutes mélangées. On peut peut-être fonctionner sous la contrainte à savoir c'est quoi la fameuse liste actuelle. Attends un peu, je vais trouver. J'ai comme 150 affaires dans des listes. Ah, je suis pas pressé. On n'a pas de limite de temps. Parfait. Je vais partir d'en bas. Je pense que c'est plus près d'en bas. Alors, je fasse du ménage là-dedans. Il n'y a pas de stress, là. Je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi. Hey, c'est vraiment intéressant. Fait que là, toi, Gam, t'as-tu hâte de savoir c'est quoi? Oui, puis je vais noter vos idées aussi. Ah, c'est bon. OK, idées plongeons. OK. Celui-là, c'est beaucoup du Canada, mais je vais t'en sortir une coupe quand même. Je m'étais fait parler du pont King Edward, qu'on pourrait faire une belle plateforme avec tous les bateaux puis tout ça. J'ai aussi, c'est ça, j'ai des souhaits aussi de... Quand j'ai fait l'hélico, on n'a pas pu le faire, là, mais mon souhait était d'établir un périmètre puis que les bateaux se collent partout, d'avoir de l'air de plonger dans un rond, là, tu sais, comme de créer une... Ça serait vraiment beau, ça. Ça serait vraiment beau, Ouais. ça. Puis j'ai fait le lac glacé, puis là, le projet qui en découlait, ça aurait été de rapetisser. De faire un trou dans la glace. Oui, ça, on l'a fait. Mais là, on voulait le faire plus petit, tu sais, pour vraiment avoir pas le choix d'avoir plus de précision. Mais quand j'ai fait le lac glacé, on a fait un plongeon à 2 que je me faisais comme lancer. Là. Yves, il me portait au début. Ça s'appelle un javelin. Donc là, j'ai une trajectoire parce que je me fais lancer. Fait qu'il fallait que le trou soit plus grand. Mais pour un plongeon tout seul, le trou pourrait être plus petit. Là. Fait que ça, c'était quelque chose à développer. Ça dépend c'est quoi le plongeon, mais il faudrait faire un calcul, tu sais, au Parc olympique en mettant juste des pailles molles. Là, OK. Mais, pour établir le périmètre. Oui. Mais tu vois, pour un plongeon, mettons, qui part en tombant, ça pourrait quasiment être 2 mètres par 2 mètres, là. C'est quand même pas gros, là. Oui. De la hauteur, là. C'est ça. En bas, ça fait l'air tout petit. Oui. Lac-Louise. Mais ça, c'était lisse. Lac-Louise, oui, je l'avais nommé. Mais là, des fois, notre enjeu, c'est faut pas tout que ce soit des hélicoptères. Tu sais, il va falloir trouver ballon dirigeable. J'aimerais ça aussi. C'était dans mes essais. J'ai pas encore de contact là-dedans. Puis j'aimerais ça faire un plongeon, mais le partir dans un canon. Ça fait longtemps aussi que je veux faire ça. Là, je veux rencontrer des hommes canons. La femme canon. Oui, puis il y en a pas qui font ça. Tu sais, c'est super masculin. Sauter d'un Cessna? Oui, ça serait fou. Mais en fait, Puis là, je me disais, OK, tous les avions et tout, mais l'enjeu, c'est que s'il y a une trajectoire trop rapide, on n'arrivera pas à... Et si l'avion est en montant? Peut-être en montant. Parce qu'à un moment donné, t'es comme à la limite où il tombe un peu immobile, qui va créer une stabilité qui te permet, toi, de partir et que là, t'es en apesanteur. Donc, tu partirais comme si tu sautais puis t'as pas de trajectoire. Oui. Ah, ça serait fou. Il y avait aussi toutes les parachutes. Tu sais, être avec un parachutisme et me déclipper, deltaplane, toutes ces affaires. T'as des drôles d'idées, hein? Oui, puis ils sont toutes là-dessus. Il y a aussi les nouveaux... ben là, c'est plus tant nouveau, là, mais tu sais, eux qui ont des jets d'eau en dessous de leurs pieds qui partent attachés sur un sidou, là. Ça, monter avec quelqu'un puis plonger de... Oui, puis ça monte quand même assez haut. Ah oui, ça monte. Il y en a qui montent au moins... Il y en a qui montent à 20 mètres. C'est ça, oui. Fait que ça serait pas pire. Puis sinon, ben c'est ça, Terre-Neuve, ça serait magnifique aussi, justement, avec les glaciers et tout. On pourrait aller justement au Lac-Louise. Tu vois, Niagara, je l'avais dans ma liste. New York, la Statue de la Liberté en fond. Tu sais, penser à des images vraiment là, marquantes de notre planète au complet. Là. Fait que là, moi, j'en ai un défi pour toi. Là. C'est que tu nous fasses une belle liste. Puis là, on va continuer à te suivre. Puis tu vas revenir faire le podcast. Tu vas nous dire que tu as réussi ton comeback. Puis tu vas être redevenu championne du monde. Puis là, tu vas nous donner ta liste. Puis on va la faire ensemble. Non. À partir de tes épaules. Je vais travailler, moi, mon bucket list. OK. Hey, deal. Merci beaucoup. Hein? Merci. Hey, c'est super cool.